oui, être premier, il y a que ça. Être second, ça existe pas. Fais pas chier ou je te ferai une guerre comme t'en as jamais vu. Go ahead. Quand les types de 130 kilos disent certaines choses, ceux de 60 kilos les écoutent. Make my day. Vous savez mon nom, j'ignore le vôtre. Qui êtes-vous? Le second, c'est un con. Super Ciné Battle, c'est le podcast où nous établissons le classement ultime du cinéma. Nous prenons vos listes de films que vous nous adressez pour les classer du meilleur au pire afin d'obtenir la liste ultime. Et pour cet épisode 29, j'ai demandé aux survivants de l'enfer, Steph, survivant de l'enfer, souvent croise le fer. Hello papa, comment tu vas? Eh ben écoute, ça va très bien Daniel, bonsoir tout le monde, voilà, bah oui, survivant de l'enfer, ça me plaît bien finalement comme titre, hein. C'est quand même mieux que le Luc Besson des hautes montagnes que tu m'as attribué une autre fois. Donc, J'essaie d'en trouver à chaque fois un nouveau. C'est ça, on progresse. Et je suis Daniel Andreev, Camille Robotique sur Twitter, et vous êtes en train d'écouter Super Ciné Battle, épisode 29. Épisode 29 déjà, Ouais, le temps passe vite. Le temps passe très vite, hein, c'est incroyable. Alors, déjà, les conditions sont meilleures que l'épisode précédent. Oui, j'ai récupéré Internet, tu vois. T'as récupéré Internet, que tu as planté de tes propres mains, j'imagine. Exactement, voilà. J'ai tiré le câble avec les dents, tu sais, depuis le fond de la vallée. Et chez moi, il y a moins d'écho, j'ai l'impression, et on travaille là-dessus. Je pense que les 50 cartons de bouquins que j'ai déballés ces derniers temps peuvent un petit peu aider. Et encore, on y travaille quand même. Et donc ouais, si vous avez écouté l'épisode précédent, si c'était votre premier épisode, ben, croyez-moi, l'épisode 29 sera meilleur. c'est vrai que le dernier épisode, ça a été vraiment l'épisode du sniper, tu sais. Sauf si tu es le réalisateur de Astérix aux Jeux Olympiques. Voilà, c'est ça. Mais ça a flingué dans tous les sens, quoi. Alors, pour nous faire parvenir des listes, c'est simple, 3 films par liste, un titre si vous voulez mettre une thématique, et vous nous l'envoyez à supercinébattle@gmail.com. Et s'il y a des doublons, on les zappe. Et comme vous le savez, on couvre la période de 2000 à 2009. Et c'est très bizarre cette période parce que du coup, on prend notre temps, j'ai l'impression. On n'a jamais été aussi longtemps sur une liste. C'est vrai qu'on passe énormément de temps sur chaque film. Mais j'ai l'impression aussi que c'est peut-être le fait qu'il y a plein de choses à dire et plein de choses contradictoires entre nous, plus j'ai l'impression que dans les autres décennies. J'ai l'impression que voilà, c'est plus sujet à débat. Il y a plus de battle. Il y a plus de battle, ouais, j'ai l'impression. Après voilà, c'est des films on les a vus tous au moment, enfin tous en tout cas, la plupart on les a vus au moment de leur sortie. Enfin tu vois, t'es plus dans le même contexte que revoir des films dont t'as entendu parler pendant un X temps et que tu revois comme classique. Là, genre tu vas au cinéma, tu découvres un truc, quoi. Il y a peut-être aussi ça. Là, on a 64 films. Le premier, c'est History of Violence. Voilà, de David Cronenberg. Le deuxième, Millennium Actress. Le troisième, The Host. J'étais en train de penser à Millennium Actress. Tu sais qu'il y a Perfect Blue qui ressort en Blu-ray là. Oui, il y a Perfect Blue qui est ressorti là en Blu-ray là, un coffret apparemment gargantuesque. C'est moins qu'on puisse dire. Ça donne envie, ouais. C'est chez Kazé, je crois, il me semble en plus. Ouais, c'est Anime Kazé. Ouais. Donc troisième The Host, quatrième Eternal Sunshine of the Spotless Mind, cinquième OSS 117 Le Caire, Nid d'espion, sixième Le Retour, septième Shaun of the Dead, huitième Ip Man, ensuite Ratatouille, et dixième Les Beaux Gosses que beaucoup de gens t'ont recommandé post-factum. Bah oui, du coup, parce que je l'avais pas vu, donc mais il est sur ma liste des films à voir, donc voilà, je le mets sur ma très longue liste, et puis dès que j'aurai le temps, je ferai peut-être un petit retour un jour dans les bonus, vous aurez ça, voilà, si vous êtes sage. Ça serait un truc intéressant d'ailleurs pour les futurs mini-épisodes, de ouais. revenir sur un film, pas forcément de le reclasser. Non, mais d'en reparler, voilà, effectivement, ouais, quand il y a un des deux qui l'a vu finalement. Ou revu. Et qui a fait confiance à l'autre et qui s'est senti forcément, j'ai envie de dire, violé de son avis, quelque part. Arrête, t'es trop radical. 11e Monsters Inc., 12e Matchpoint. Et il faut quand même citer le bas du classement, puisque le classement est quand même tiraillé, puisque Hancock était très mal classé, et puis tout d'un coup, Hancock est remonté par la force des choses. Mais oui, bien remonté, hein, il est quand même uniquement à la 8e place en partant de la fin. Puisque juste au-dessous, il y a Garden State. Alors, on a reçu aussi pas mal de gens avec des gifs plein de larmes. de Zach Braff. Oui, parce que évidemment, on assassine parfois les films. La ligne verte, vous savez, c'est notre légendaire
coup de snipe. Mais voilà, Garden State n'est pas dans nos cœurs. Voilà. D'ailleurs, à l'univers, je crois que les auditeurs ont beaucoup apprécié l'unique tweet du compte officiel lors du 1er avril. Oui, qui était... Qui était la ligne verte, c'est super bien. Il y a des gens qui n'ont pas cru. Il y en a un, à un moment donné, il a hésité, puis il a dit non, oh merde, il a vu la date, tu sais. Ah oui. Et juste au-dessous, il y a Is No Good, donc avec Michael Youn. En dessous, il y a Daredevil avec. Ah non, c'est pas Michael Youn, pardon. Daredevil, c'est Ben Ben Affleck. Affleck. Pas loin. Je les confonds tout le temps. Ouais. 61e, c'est Samouraï, donc le meilleur des nanars français dans ce lot. Et Samouraï qui a un vrai regard, je l'ai déjà dit la dernière fois, mais un vrai regard d'intérêt. Le nombre de gens encore qui viennent nous voir et qui nous disent je l'ai vu grâce à vous, c'est fou. L'audience sur YouTube a doublé. Ouais, je sais pas, le truc qui va passer en trending, tu sais. Oui, ça serait rigolo. Planète des singes, donc celui de Tim Burton, celui qui est vraiment nul à chier. Oui, évidemment, pas le, pas le vrai Planète des singes. Mais on a trouvé pire. Oui, avec Cinéman, Donc, de Yann Moix. Et on a trouvé pire encore, c'était Astérix aux Jeux Olympiques. Voilà. Qui est vraiment indéfendable et en plus qui est une espèce de vulgarité crasse qui fait que... ça filme très énervant, enfin c'est vraiment, il y a un truc, c'est viscéralement insupportable. Je tiens juste à dire, puisque tu sais, parfois je lance des trucs et en plus on va juste être transparent, on va faire sans doute un enregistrement coast to coast, c'est-à-dire on va enregistrer 2 épisodes à la suite pour te permettre d'avoir des vacances, mais en même temps de continuer à diffuser normalement. C'est ça, voilà. Exactement. Je me demandais un truc, dans les listes des 2000, il y a très très peu de films des frères Cohen, et je trouve ça très bizarre. Enfin, il y en a un, évidemment, tout le monde pense au même, mais les autres passent sous le radar, et en plus, c'est pas leur meilleure décennie, de très loin. Mais voilà, j'ai repensé à Fargo, dans le métro en me disant... Quel grand film. Et j'étais en train de me dire, putain, mais faudrait parler des frères Cohen. Et là, à part un film, ça, rassurez-vous, il est couvert. Oui, je pense savoir lequel en plus. Ouais, on va pas le faire aujourd'hui. Pour la peine. Mais donc... Sinon, l'épisode va durer 3 heures. Hein, Bon, première liste de l'épisode. C'est une liste qui nous est envoyée par Soren. Merci Soren pour ta liste, par avance. Et c'est une liste qui s'appelle Année 2000, le cœur a ses raisons. Le cœur a ses raisons. Oula, alors ça peut être tout et n'importe quoi. Ouais, mais bon, c'est beaucoup de comédies romantiques ou apparentées. Eh bien, écoute, allons-y. Le premier film de sa liste, c'est Prête-moi ta main d'Éric Lartigot. Alors, Prête-moi ta main, je l'ai vu. Par contre, que je me le remette, c'est celui avec Charlotte Gainsbourg, c'est ça? C'est Charlotte Gainsbourg et Alain Chabat. Et c'est D'accord. Alain Chabat qui paye Charlotte Gainsbourg pour lui servir de couverture. C'est pas un coming out. C'est au contraire, il veut rester célibataire. Quoi. C'est ça en fait, c'est ça. Il en a marre de la pression sociale et pour se débarrasser des questions embarrassantes, il demande à Charlotte Gainsbourg, voilà, de servir d'alibi. Et du coup, évidemment, il va finir par en tomber amoureux d'elle. Voilà, évidemment. J'aime autant dire tout de suite, j'adore cette comédie. Alors moi, j'aime autant dire tout de suite, je ne la trouve pas insupportable. Oui, c'est déjà énorme pour moi. C'est déjà énorme, ouais. C'est déjà énorme pour moi parce que il a un peu ce problème qu'ont beaucoup de comédies romantiques. C'est que le film commence, je pourrais littéralement pas numéroter mais chronométrer les rebondissements en fait. Vraiment, c'est bien interprété. Enfin, je veux dire, voilà, le duo Chabat-Gainsbourg, il y a une vraie alchimie entre eux. Mais c'est juste que c'est le film, je l'ai vu et j'ai l'impression de l'avoir déjà vu avant de le voir et il y a vraiment, enfin voilà, il y a des moments plaisants. C'est une comédie romantique, c'est pas supposé réinventer la roue à chaque fois. Mais c'est bien supposé, sûr, mais voilà, et ça on l'a dit précédemment, la comédie romantique, il faut que tu tombes amoureux de tes 2 acteurs principaux et tu peux difficilement ne pas, enfin moi je trouve en tout cas, tu peux difficilement ne pas craquer pour Alain Chabat et Charlotte Gainsbourg. Oui, non, bien sûr, mais oui. Et je parle pas d'un point de vue physique, vraiment, ils sont craquants. Non, ils ont une vraie alchimie et tout. Voilà, c'est juste que le film, je trouve qu'il a pas assez de substance pour s'élever au-delà de la formule prémâchée. Et voilà, donc il suit sans déplaisir. C'est une comédie romantique que j'ai pris du plaisir à voir. Mais si on me demande de la revoir, pas spécialement, quoi, voilà. Moi, je trouve qu'elle est intéressante parce que, d'abord, elle essaye de se la jouer un peu à l'américaine, puisque il y a beaucoup de second rôle, puisqu'il y a toute la famille donc, de Alain Chabat. Il y a sa mère qui est jouée par Bernadette Lafont, mais il y a aussi ses sœurs. Je crois qu'il y a Louise Mouneau qui va ensuite revoir dans OSS 2. Et il y a plein de second rôles très intéressants, en fait. Et il y a Aïssa Maïga dans le film qui joue super bien. Et en fait, c'est ça, c'est que tous les personnages sont assez bien écrits
ils ont une espèce de cohérence. C'est l'histoire est d'Alain Chabat, mais ensuite il y a plein de scénaristes qui sont revenus dessus, dont Laurent Tirard. Et je pense qu'on peut dire que c'est le meilleur film de Éric Lartigot. Alors, honnêtement, de tête, là, j'ai pas. Alors, il a fait. J'ai pas sa filmographie en tête, mais. On en a un dans la. À la 46e place, on a Qui a tué Pamela Rose. Ah oui, c'est lui, d'accord. Oui, d'accord. Il a fait Un ticket dans l'espace, il a fait Prête-moi ta main, et après il a fait le très étrange L'homme qui voulait vivre sa vie avec Romain Duris, exact, oui, et Marina Foïs, ouais. Et on l'a perdu avec La famille Bélier. D'accord, oui. Non, mais je vois, effectivement, je remets un peu le personnage. Merde, je spoil pour les émissions futures. La famille Bélier, not my thing. La famille Bélier, de toute façon, c'est les années 2010, donc. Oui, voilà. Oui, non, mais on en parlera dans 3 ans, quoi. On en reparlera dans quelques temps. Oui, effectivement, c'est peut-être son meilleur film. Mais comme dit, voilà, c'est vraiment pas un film que je trouve désagréable, mais c'est pas un film qui est marquant, quoi. C'est vraiment le Moi, je le trouve intéressant parce que les personnages, en plus, sont utilisés à contre-emploi. Alain Chabat qui dans le rôle. Ouais, mais justement, mais ce qui est embêtant, c'est que à contre-emploi, oui et non, c'est-à-dire que je sais pas, enfin. Il n'y a pas vraiment de bouleversement, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, tu t'es toujours forcé de revenir sur le rail du truc. Enfin voilà, il y a un truc, moi, c'est un film que je trouve sympathique mais oubliable. Voilà, tu trouves que c'est plan-plan? Un peu, oui. Moi, je l'aime bien. Je trouve suffisamment bien pour que je le mettre. Je regarde la liste. Je le mettrais au-dessus du Fabuleux Destin, moi. Moi, je le mettrais en dessous de Gangs of New York. Est-ce qu'on peut avoir un juste milieu en mettant sous être et avoir? C'est vraiment couper la poire en deux. Écoute, comme c'est mathématiquement exact, nous allons couper la poire en deux. Voilà. Écoute, prête-moi ta main. Entre à la 32e place. Ce qui n'est pas honteux. Non, ce qui n'est pas du tout honteux. Je veux dire, il est sous être et avoir. C'est deux films français, côte à côte d'ailleurs. Alors, ensuite, sur la liste de Soren, il y a 500 jours ensemble de Mark Webb. Mark Webb qui va ensuite réaliser Amazing Spider-Man. Et tu sais quoi, les mecs, ils ont vu 500 jours ensemble, ils se sont dit, c'est ce mec-là, c'est l'homme de la situation. Il doit savoir faire les scènes d'action. C'est ça, c'est notre nouveau Sam Raimi. Non mais en fait, c'est très symptomatique de tout ce qui s'est passé dans les années 2000 à Hollywood. C'est-à-dire que les types, ils ont vu des mecs qui avaient réussi à faire un film réussi ou qui avaient un univers ou qui avaient un truc, enfin voilà, un truc en plus généralement très identifié, indépendant entre guillemets, même si les films n'étaient pas toujours des productions indépendantes. Et ils se sont dit, c'est un Fox Searchlight, voilà. Évidemment, un de plus, c'est notre 4e dans la liste. Et ils se sont dit, ouais, ces types-là, bah du coup, on les choisit parce qu'ils ont un univers intéressant et on va leur demander de faire la même chose que tous les autres. Tu sais, c'est l'espèce de contradiction. T'avais Aronofsky, c'est pareil, il a passé un temps incalculable sur Batman Year One, voilà. Et du coup, effectivement, c'est très symptomatique de ces années-là, quoi. C'est l'histoire d'un garçon qui recrute une fille et visiblement il tombe amoureux, mais en fait pas tant que ça en fait. Lui est plus amoureux qu'elle. Lui est architecte, si je me souviens. Il est étudiant en architecture, je crois, peut-être un autre truc comme ça. Et elle c'est une blasée de la vie. Elle travaille à Gamecult. Elle croit pas en l'amour et tout ça, et du coup il s'engage une relation très superficielle à l'image du film. Alors moi, justement, moi ça fait partie des comédies romantiques que j'aime bien. Merde, on est en total désaccord parce que je déteste cette comédie en fait. Moi j'aime beaucoup parce que justement l'enjeu ici, c'est au début de te faire croire, enfin c'est pareil, t'es dans le truc, ils se rencontrent, ils s'aiment, il y a des différences, il y a des disputes, et puis après il essaie de la reconquérir, sauf qu'en fait le vrai objectif du film c'est pas la reconquérir, c'est de l'oublier. Et moi, c'est un truc que je trouve assez réussi dans ce film-là, c'est que déjà, effectivement, tu disais tomber amoureux de ces personnages. Moi, je suis fan de Zooey Deschanel devant l'éternel. Ah ouais, bah pas moi. Et moi, j'aime énormément Zooey Deschanel, et je trouve que dans ce film-là, justement, c'est justement, c'est une très jolie fille, mais c'est surtout, je trouve, c'est un personnage dont je pourrais tomber amoureux, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une personnalité. Et tout le but, justement, c'est de voir le Joseph Gordon-Levitt souffrir et jusqu'à en devenir cynique et à l'oublier et à passer à autre chose. Alors, écoute, non, pas complètement, parce que quand même 2/3 du film, elle est là pour lui remonter le moral. Oui, mais justement, elle lui remonte le moral, et le truc, c'est que... Alors, on en a parlé la dernière fois. C'est ce qu'on appelle le trope des Manic Pixie Dream Girl. Oui, alors là, quelqu'un d'ailleurs nous avait dit franchement c'est facile de prendre un cliché. Il y a plein de clichés dans le monde du cinéma, il y en a des milliards. Attends, j'adore les westerns, il y a 400 000 westerns, il y a 4 histoires différentes. C'est pas ça l'idée c'est d'avoir un truc
que tu vois dans un film et que tu peux plus ne pas revoir tant il t'agace. Mais, Et, oui, et, la mais fille, et la fille m'agace. Oui, mais justement, au plus haut point. dans ce film-là, et c'est là qu'il est intéressant et que je pense que tu as un regard un tout petit peu biaisé à mon avis, C'est possible. c'est que effectivement tu as raison, elle a vraiment tous les clichés de la Manic Pixie Girl, sauf que justement c'est son point de vue à lui et que au final c'est elle qui c'est sa décision qui s'impose, c'est-à-dire c'est sa décision de rupture qui vient d'elle et qui finit par s'imposer à lui, et lui qui réalise que finalement cette espèce de justement de vision idéalisée qu'il avait besoin d'elle pour se réconforter, ça ne fonctionne pas et il est obligé de passer à autre chose en fait. Et c'est parce que le problème de justement Garden State et de tous ces autres films, c'est que la femme dans la relation est engagée sur cette voie-là, et au final, c'est récompensé par, il finit par la pécho à nouveau, ou la pécho pour de bon, au choix. Alors Et que à là, la fin, il finit par, spoiler alerte, il finit par trouver la même... C'est la même nana qui lui tend les bras, quoi. Mais il retrouve, et bah après, on peut retomber, mais il y a vraiment, enfin, je trouve, il y a ce côté, le mec est pas récompensé pour s'être comporté comme ça, en fait. Et moi, c'est un film que je trouve intéressant parce que justement, tu prends tous les codes, parce que le film est rencontré semi à rebours. Enfin, je sais plus exactement l'astuce narrative, mais c'est pas linéaire. Oui, c'est pas linéaire, et en fonction, il y a des numérotations. Voilà, c'est ça. Je me rappelle plus exactement, mais je sais que c'est pas une narration linéaire. Et justement, c'est qu'il t'embarque dans une histoire qui prend vraiment toutes les rails classiques de la comédie romantique, sauf qu'il t'emmène finalement vers une conclusion qui est complètement différente, où voilà, où tout le monde n'est pas heureux, et ne vit pas ensemble, et tout est bien qui finit bien, quoi. Moi, je déteste ce film, il m'horripile au plus haut point. En sa défaveur, dans la bande son, à un moment ils nagent dans le bonheur, comme dans en fait 2 tiers du film. Hein. En fait, c'est ça qui est. Bah oui, mais justement, ce qui est très bizarre, c'est que c'est un truc à. Bah oui, mais pour moi, justement, mais c'est vraiment en Bruce Poil, et c'est ça qui est bien, c'est qu'il nage dans le bonheur, et que le but à la fin, ce bonheur, on te le prend, on te l'arrache, et on te le retourne, et on fait tiens. Et à la fin, il y a une autre nana qui se parachute pour lui remonter le moral. Le truc, c'est que ils sont dans la voiture, ils sont tous dans le bonheur, et là, on entend la bande son du bonheur, c'est-à-dire Carla Bruni. C'est quelqu'un qui m'a dit. Et rien que pour ça, ce film va dans l'antre de l'enfer pour moi. Mais je sais que ton sarcosisme aggravé. Mon sarcosisme latent fait que voilà, c'est bien connu. Où est-ce qu'on va mettre ce film ? Et ben écoute, dis-moi où est-ce que tu veux le mettre le plus bas. En sachant que je ne te laisserai de toute façon pas faire. Ouais, bien sûr. Pas Moulin Rouge quand même. Je le mets sous Avatar. Et puis, attends, Avatar. Et surtout, je me rappelle plus. Attends, je regarde juste un truc. Il a pécho. Elle le pécho pas sur une chanson, je sais plus, c'est pas dans celui-là. C'est possible, je me souviens plus exactement de détails. Je sais que c'est Joseph Gordon-Levitt qui ne me fait pas rêver, et Zooey Deschanel qui me fait absolument pas rêver. Non mais si, c'est ça aussi, c'est que c'est un film en fait où genre elle lui fait fondre le cœur sur une chanson des Pixies en fait. Dans mon souvenir, c'est ça. Ah, parce qu'en plus c'est cool. Bon. Bah évidemment que c'est cool les Pixies. Oui, ils sont au karaoké ou un truc comme ça. Oui, c'est ça, un karaoké, oui, c'est ça. Évidemment, les Pixies c'est l'un des plus grands groupes du monde, Daniel. Évidemment. Tu dis ça à moi, je les ai vus en concert. Bah moi aussi je les ai vus en concert, même pas tu me dégoûtes, tu vois. Même pas tu me dégoûtes. Bon, Et je les ai vus en concert et avec Kim Deal, donc s'il te plaît, hein. Moi c'était les Red Hot. Je les ai vus aussi en concert les Red Hot. Tu veux qu'on fasse un concours là? J'ai vu Jimmy Page en concert. Allez, balance, envoie. J'ai vu Michael Jackson. J'ai vu Robert Plant aussi. Allez. J'ai vu James Brown. J'ai vu j'ai vu Nirvana, n'importe quoi. Je les ai pas vus Nirvana. J'ai vu Kurt Cobain. Oui, toi, je sais que tu as vu. Pouf, allez, laisse tomber. Allez, je le mets sous Avatar. Avatar. Où est-ce que ça veut dire que je le mets sous Juno. Voilà, si c'est la question. Eh ben écoute, moi je le mettrais. Tu préfères Juno à ça ou pas? Non, je préfère 500 jours ensemble, moi. Et moi je le mettrais juste au-dessus de Juno. Pour te faire plaisir. Bon, on coupe la poire en deux encore une fois alors. Oh non, cette fois-ci tu me le laisses, allez. Je le coupe la poire en deux, mais en ta faveur, sous le Seigneur des Anneaux les 2 tours. Ok, juste en dessous de Juno, ça me va. Ce qui veut dire que ça devient le 41e meilleur film des années 2000, ce qui me fait bien mal aux fesses. Eh ouais, ça t'apprendra. Le dernier film de sa liste, c'est Love Actually de Richard Curtis. Love Actually, alors ça fait partie des films que j'ai... c'est film choral, c'est ça, qui se passe... avec plein de bons acteurs à Londres, c'est ça, qui sont venus cachetonner là dans ce truc.
Oui, c'est ça. Et honnêtement, Love Actually, je ne me rappelle absolument pas Sérieux? des enjeux du film. C'est-à-dire que je me rappelle vraiment de Est-ce que tu te souviens d'une ou deux intrigues? Parce qu'il y a 10 persos. C'est ça en fait. Je me rappelle du côté choral mais je ne me rappelle plus de, tu sais, genre le point de départ de l'intrigue m'échappe complètement, quoi. Je vais te donner des éléments qui me reviennent en tête, mais en brouillon. Il y a Keira Knightley, qui est avec Chiwetel Ejiofor. Et ils sont ensemble et je sais plus ce qui se passe. Entre eux. Ensuite, il y a. Voilà, tu vois. Il y a un mec. Il y a un mec qui. Il y a un mec qui est chanteur de rock, non ? Chanteur de rock. Il y a un chanteur de rock. Il y a un tournage d'un film porno sur lequel il y a Watson, le mec qui joue Watson, c'est Martin Freeman, voilà. Martin Freeman, voilà. Voilà, il est doublure. Très, très grand. Il est doublure pendant les scènes, pas pendant les scènes de cul, mais pour la photo. Il y a Alan Rickman aussi dans mon souvenir. Il y a Alan Rickman qui est le meilleur puisqu'il est avec Emma Thompson, mais en même temps il essaye de se taper plein de petites meufs. Et d'ailleurs c'est un peu le propos de ce film, c'est que tous les mecs un peu vieux, c'est-à-dire un peu vieux, essayent de se taper les petites meufs. C'est aussi le cas de Colin Firth qui est dedans aussi, exact. Et qui essaye de se taper une petite meuf mais qui est venue des pays de l'Est. Il y a Hugh Grant, puisque tu pouvais pas faire qui se tape sa secrétaire, puisque c'est horrible ce film. Et si tu regardes objectivement, ce film est débectable. Et d'ailleurs, je pense qu'on va mettre le lien. Il y a un Honest Trailer qui est assez génial là-dessus. Il y a Liam Neeson dedans. Oui, il y a Liam Neeson qui est veuf et il a son fils qui est rouquin. Et un drame, le pauvre. Non, arrête. Et il l'encourage à sortir avec une fille qui porte le même nom que sa mère. Et il y a cette séquence où le petit garçon il court à travers les trucs radars à travers les portails de sécurité de l'aéroport pour aller crier son amour à la meuf. Oui, exact. Ouais, parce qu'il y a ça, il y a tous les. Alors tu parlais de trucs clichés, il y a tous les clichetons de la comédie romantique, ils sont multipliés par 10 puisqu'il y a environ une dizaine de couples. Voilà, c'est ça. Et c'est vraiment ça le truc, c'est que c'est pour ça que vraiment, c'est ce que je disais, l'intrigue, je ne me rappelle absolument pas parce que pour moi, ce film c'était un amalgame de têtes connues et de bons acteurs en plus, c'est ça le pire, au service d'un truc qui n'apporte rien au schmilblick et qui en plus s'enfonce vraiment. J'ai failli choper le diabète en regardant ce film, quoi, sérieux. C'est assez intolérable. Et voilà, et c'est un film, vraiment, tu sais, mon cerveau l'a occulté. Et pourtant, c'est un scénariste assez connu puisque c'est le mec il scénarise beaucoup de. Il a fait 4 mariages, c'est le scénariste de 4 mariages notamment. Oui, et c'était son premier passage devant la caméra. Derrière la caméra. Mais tu vois que le mec il est en roue libre, c'est-à-dire qu'il fait le truc pour lequel je pense aussi on l'a engagé, c'est-à-dire pour lequel on l'attend. Et il le fait vraiment en mode automatique, quoi. Et justement, c'est ça qui est peut-être qui est le plus énervant, c'est que tu sais, ces films qui tartinent les bons sentiments, l'amour, tout ça machin, et qui sont en mode automatique. Je trouve qu'il y a rien de pire parce que c'est pas un truc que tu peux faire vivre comme ça de façon automatique. Il y a Alicia Cuthbert. C'est pour te dire à l'époque, situer le film dans l'époque. Il y a Dennis Richards aussi. Oh putain, oui, merde. Je m'en souviens. Tu vois, ça c'est early 2000s. Tu vois, early 2000s. Si Alicia Cuthbert. Et Alicia Cuthbert et Dennis Richards aujourd'hui portent disparu, quoi. Comme Chuck Norris. Donc, où est-ce qu'on va mettre ce film ? Je n'ai aucun affect pour ce film et je sais que pour plein de gens c'est un guilty pleasure de Noël puisqu'en plus ça se passe à Noël. Oui, ça se passe à Noël, bah oui, bah évidemment. Et tous les putains de clichés ils sont et ça rapporte et ça continue de rapporter de l'argent parce que c'est diffusé tous les ans à la télé. Mais il y a même une suite là qui va. Oui, il travaille sur la suite, ouais. Ouais, parce que je sais plus, il y a eu un teasing il me semble dernièrement avec les acteurs. Ouais, mais sans Alan Rickman. Bah oui, malheureusement. Voilà, où est-ce qu'on va mettre ce film ? Je n'ai aucun affect pour ce film tout pourri. Moi je le mettrais au niveau d'Indier. Moi je le mets. Ah non, pas si bas. Ah si. Ah non, je le mets pas. Je le mets. Ah si. Ce film-là, je peux le regarder juste parce qu'il m'énerve. Ouais, mais non, moi pas. Ah non, moi je peux le regarder. Je le mets. Moi je le mets au-dessus de Harry Potter et la Chambre des Secrets. Non, jamais de la vie. Alors, non. Genre tu rêves. Je crois que dans la catégorie film qui m'énerve, je préfère regarder Les Choristes à la rigueur.
Vraiment, moi ce film, Non, il m'indiffère, il m'a occulté. Enfin, c'est genre Moulin Rouge est 10 fois plus énervant en plus. Enfin, je veux dire, vraiment, non, ça mérite le bas quoi. C'est. Ok, on met en bas, mais alors, toi tu dis sous une VR ou au-dessus d'une VR? Je sais pas, dans les alentours d'Indière. Après, Moi, sous le mémoire d'une geisha, c'est sûr. tu vois, en dessous, quelque part aux alentours d'Indière, mais après au-dessus, en dessous, bon, ça change Écoute, pas grand-chose. au-dessus des choristes, voilà, c'est le. Ok, voilà. écoute, ça me va. Donc voilà, on a quand même mis quelques comédies romantiques dans le top. Ah oui, bah oui, on en a mis. C'est bien parce que les gens vont croire vraiment que c'est la thématique de la haine. Hein. Là, entre l'épisode dernier et celui-là, là, on commence vraiment fort, quoi. Ah, tu me diras si tu veux vraiment battre. On a un potentiel pour battre le bas. Ah, écoute, On verra. on verra. On remercie Soren pour sa liste. Merci pour ta liste. Et on passe à une liste qui nous est envoyée par Luc. Bonjour, Luc. Je ne suis pas ton père. Sa liste s'appelle Voyage, plus loin que la nuit et le jour. Putain, et d'un seul coup, j'ai le putain de clip qui me revient dans la tête avec sa coupe de cheveux de Desireless là. Voilà, merci. Alors, bravo. Putain, j'ai passé toute l'émission avec ça en tête maintenant. Il y a un film dans sa liste que je n'ai pas vu, et on va commencer par celui-là. C'est Les larmes du soleil d'Antoine Fuqua. Les larmes du soleil. Alors, ce sont aussi les larmes du spectateur, en fait. Alors, moi, je peux juste dire un truc. Je déteste Antoine Fuqua. Je pense que toute sa filmo, c'est un cauchemar. Alors, Antoine Fuqua, il a quelques films que je peux supporter, mais globalement, il a quand même un nom de dragé et de dragé qui est contre l'incontinence. Et il y a vraiment quelque chose qui ressort dans son cinéma à ce niveau-là. Parce que c'est un type, enfin voilà, c'est lui qui a fait la chute de la Maison Blanche. Il y a des films de lui que j'aime. C'est celui qui est pas drôle. Oui, c'est ça, c'est celui qui est. Et il y a des films de lui que j'aime c'est bien. C'est pas celui avec Jamie Foxx avec un bazooka sur le toit de sa bagnole. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est l'autre. C'est celui qui copie d'ailleurs avec Gérard Butler. C'est celui avec Gérard Butler. Voilà, celui exactement. qui se prend au sérieux. Nul. Donc Antoine Fuqua, il a réalisé 2-3 trucs que j'aime bien parce que il y a des moments, enfin son Training Day, je le trouve chouette. Ouais, non, moi je suis Training Day déjà, je suis. Ah bah voilà, on en parlera une fois, mais Training Day, je le trouve chouette. Et puis après, quand il est vraiment débile, il y a un truc qui se passe chez Antoine Fuqua mais c'est pas tout le temps. Le problème, c'est qu'il est toujours à la marge et toujours à la marge de la qualité, je tiens à dire. Oui, c'est ça. Je sais pas si t'as vu l'élite de Brooklyn. Oui, l'élite de Brooklyn, c'est le mec qui a vu The Wire. Oh putain, trop bien, je vais faire pareil, mais en film. Je vais faire pareil et je vais prendre 2-3 acteurs. 2-3 acteurs comme ça va être trop bien. C'est une horreur. C'est pareil, là son Southbound, la rage au ventre avec Jack Gyllenhaal. Southpaw, voilà. Southpaw avec Jack Gyllenhaal, c'est atroce. Tu sais, c'est vraiment le film de boxe le hyper cliché qui apporte rien avec des personnages insupportables qui crèvent tous. Et puis cette année, The Magnificent Seven, il a touché au doublement intouchable les 7 mercenaires. Ouais, mais sauf les 7 mercenaires, moi j'avais bien aimé parce que justement on arrivait à un quota de débiles. Oui, qui moi je trouve que ça fonctionnait, voilà. Moi je trouve que ça insulte le film original et en plus. Ah oui, non mais ça d'accord, mais. Et en plus il y a Denzel et qui a un objectif et tout. Oui, mais je trouve qu'il y a des trucs et il arrive à faire un truc qu'il n'arrive pas à faire d'habitude, c'est que il y a certains personnages auxquels je me suis attaché dans les 7 mercenaires, chose qu'il n'arrive pas à faire le reste du temps, quoi. Enfin bref. Donc c'est un réalisateur nul et je vais rien dire sur Les Larmes du Soleil, je l'ai pas vu. Voilà, je crois pas. Les Larmes du Soleil, c'est un film avec Bruce Willis et Monica Bellucci. Qui se passe donc en pleine guerre civile en Afrique, je sais plus quel pays exactement. Au Nigeria. C'est au Nigeria, voilà. Ce qui se passe au Nigeria et donc il se passe au Nigeria. Donc oui, on suit les mercenaires, donc c'est des types, je sais plus si sont mercenaires ou s'ils sont soldats d'élite, je sais plus quoi. C'est au Nigeria. Voilà, et en fait l'idée c'est une espèce de les mecs qui vont se retrouver confrontés à l'horreur de la guerre dans tout ce qu'il y a de plus horrible, voilà, tout simplement, puisque en fait ils vont être forcés, enfin ils font une mission humanitaire, et évidemment ils s'impliquent pas dans le conflit, puis ils tombent sur le personnage de Monica Bellucci qui refuse de laisser les réfugiés sur place, et du coup ça va les forcer à rester sur place et à vivre en fait ce que c'est qu'être un réfugié dans un pays en guerre, etc. Et après évidemment ils vont devoir les escorter parce que le deal c'était évacuer les blancs, laisser les noirs, donc ils vont devoir les escorter tout le monde jusqu'à bon port, voilà. Et donc le sujet, pourquoi pas, hein. En plus c'était marrant parce que c'était à la même époque où t'avais eu Blood Diamond, t'avais eu Le Royaume, tu sais, t'avais tous ces films là. Et puis surtout il y avait Call of là, enfin c'était les grandes années de Call of.
les grandes années Call of, enfin, tu sais, t'avais une espèce de synergie autour de ces thématiques-là, genre les guerres qu'on ne dit pas, tu sais. Ouais. En même temps, Oui, c'était après la crise de conscience post 11 septembre 2001, tout simplement. Voilà. Et là, on nage vraiment en plein dedans, c'est-à-dire que c'est larmoyant, c'est américain, ça en fait des tonnes, et justement, ça se prend tellement au sérieux, tu sais, t'as ce côté hyper didactique, avec ces beaux soldats sur fond de soleil couchant. C'est un film qui sait pas ce qu'il veut faire, parce qu'en même temps, comme c'est un film américain, il voudrait bien faire des trucs un peu spectaculaires, mais bon, il n'arrive jamais à faire comme il faut. Enfin, voilà, c'est un espèce de truc tout boiteux qui en fait des tonnes. Bruce Willis en mode putain, j'ai eu la révélation avec Night Shyamalan, donc maintenant je vais faire que des rôles sérieux, tout ça, sauf que là il sait pas ce qu'il doit jouer. Enfin voilà, il y a rien qui tient. Quand il n'est pas bien dirigé, Bruce Willis peut être horrible. Il y a rien qui colle. Enfin et t'as ce côté, on t'enfonce la bonne conscience dans la gorge avec les Rangers. Voilà, I Love America, enfin tout ce que tu veux. Enfin vraiment c'est con, c'est cliché, et ça en fait des tonnes. C'est assez insupportable, quoi. Écoute, je suis d'accord avec toi. De toute manière, c'est un film que je déteste avant même de l'avoir vu. Donc voilà. Donc où est-ce qu'on le met ? Où est-ce qu'on le met Où est-ce que je le mets, du coup écoute, moi je pense que je le mettrais juste au-dessus d'Hancock. Ah oui, très 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 bas quand même. Ah oui, non mais c'est vraiment en plus, enfin moi j'aime, je suis quelqu'un qui aime énormément les films de guerre, enfin voilà, et je veux dire, il y a vraiment rien qui est réussi, quoi. C'est un film qui se prend trop au sérieux pour se permettre d'être aussi con, mais qui est pas assez con pour te faire marrer. Enfin vraiment, t'as ce côté, le film qui est raté, quoi. Mais on n'aime pas Antoine Fuqua, et on le dit. Donc voilà. Deuxième film de la liste de Luc, et là j'en suis. C'est À bord du Darjeeling Express de Wes Anderson. De Wes Anderson, effectivement. Donc le récit, c'est de trois frères en Inde, donc à bord justement du fameux Darjeeling Express, donc un train qui traverse les Indes, suite à la mort de leur père, c'est ça ? À la mort de leur père, voilà. Et ils y vont parce que c'est un truc initiative un an après la mort de leur père, je crois. Voilà, un an, et ils se retrouvent. Et c'est trois frères qui sont joués par Owen Wilson, il y a Adrian Brody, et il y a Jason Schwartzman. C'est pas la peine de retenir celui-là parce que celui-là c'est le moins connu. C'est moins connu, mais pourtant, John Schwartzman, il a peut-être, je trouve, le personnage le plus épatant de tout le film, en fait. Pour moi, quand j'ai vu Darjeeling Express, c'était honnêtement, je connaissais pas, alors que c'est un collaborateur régulier de Wes Anderson, mais je le connaissais pas, voilà. Et j'aime beaucoup son personnage, en fait, et j'aime beaucoup la façon dont il le joue. Enfin, il y a un côté. C'est un bon acteur, hein. C'est un bon acteur. Il y a vraiment un côté. Et si David Schwimmer savait jouer la comédie dans The Jason Schwartzman, quoi. C'est vraiment, j'ai trouvé ce côté-là. Il a joué dans une comédie que j'aime bien, I Heart Huckabees de David O. Russell, qui est un truc complètement déglingos, et il était vraiment très très rigolo dedans. Donc voilà, et du coup, voilà, c'est un espèce de voyage. Voilà. C'est un road movie. À bord d'un train. Un road movie doudingue. Et j'ai envie de dire, très très poseur. Oui, c'est un peu toujours le cinéma de Wes Anderson, c'est-à-dire que il a un style visuel vraiment acéré, très très précis, parfois trop. Ça dessert aussi parfois certains de ses films. C'est-à-dire que dans ceux qui reprochent parfois le cinéma arty, poseur, etc., ça se pose quand même effectivement là. Dans ce côté parfois qui s'oublie un peu et qui part se faire plaisir entre guillemets. Enfin, tu as un peu ce côté-là effectivement chez Wes Anderson en général, même si j'aime bien Wes Anderson, et dans ce film-là à certains moments ça arrive qu'effectivement ça dérape un petit peu, qu'on sorte un petit peu du destin de ces trois frères. C'est encore une production Fox Searchlight qu'on adore vraiment. Ah bah c'est donc les papes du film indé, pas indé. Et moi je vais dire un truc, j'aime pas ce film en fait. Moi j'aime bien. Il m'est antipathique parce qu'on voit ces trois mecs traverser l'Inde et l'Inde n'est pas filmée en fait. En fait, l'Inde est un décor. Moi, ce que je vois ces trois blancos qui traversent un pays à bord de leur train, et j'ai l'impression de voir 1+1 de Lelouch qui se passe en Inde avec Dujardin et Elsa Giberstein, quoi. J'ai du mal avec ces films qui se passent quelque part et qui ne me filment pas le quelque part et qui sont là juste pour être là.
Et je mets ça, ça me rappelle un peu ces gens qui partent en vacances et qui sur toutes les photos se prennent aussi en selfie alors qu'ils ont un super truc devant eux et ils se prennent en même temps en photo et ça m'agace. Du coup voilà, j'associe ça à cette mouvance très très bizarre. J'ai du mal à voir ces trois poseurs à travers des superbes endroits et filmer à la manière Wes Anderson, quoi. C'est vraiment un film que je déteste. Voilà. C'est pas tant que je le déteste, c'est que ça ne me parle absolument pas et j'ai pas envie d'avoir l'histoire de ces mecs et je les aime pas, ils me sont tous à peu près débectables. La manière de poser, leur manière de presque condescendante de traverser le pays, c'est supposément être un feel good movie, ça ne me met pas du tout feel good. J'ai juste envie que ça s'arrête, moi, ce film. Et ça m'est très pénible. Et Wes Anderson, je sais que j'ai plein d'amis qui adorent Wes Anderson. Wes Anderson, souvent, ça passe pas avec moi. Donc, maintenant, je vais pouvoir parler. Ouais, non, attends, t'as présenté le truc. Moi, j'ai présenté, oui, mais j'ai encore rien dit dessus, si tu veux. Vas-y, chaud. Non, mais ce que je veux dire, c'est que effectivement, t'as ce côté-là, c'est-à-dire que l'Inde est principalement un décor plus qu'autre chose, mais en même temps, quelque part, moi, je trouve au contraire les personnages intéressants et attachants. Et en même temps, moi, ce que j'ai apprécié quelque part, c'est que du coup, ce récit initiatique évite justement le misérabilisme. Alors quelque part, j'ai pas vu le film de Lelouch, donc je pourrais pas faire de comparatif, mais je trouve qu'il y a une façon de faire qui est qu'effectivement on filme pas toute la misère de l'Inde, mais quelque part c'est pas le but du truc et que il n'essaie pas de l'exploiter. Enfin vraiment, je trouve que je trouve pas ça malade. Enfin, c'est pas maladroit, c'est-à-dire qu'il y a des moments où tu sens qu'effectivement ça fait un peu truc de carte postale, mais comme tu restes vraiment centré sur les personnages, et moi je trouvais leur parcours attachant parce que c'est des personnalités complètement allumées, complètement éthérées, qui apprennent à se connaître en fait après la mort de leur père, parce que finalement ils se connaissent pas si bien que ça. Voilà, je trouvais que le trio fonctionnait vraiment très bien, et finalement quelque part le fait qu'ils aient pas voulu mêler toute la misère de l'Inde à ça, ça m'a pas tant dérangé que ça, parce que finalement ça aurait fait un film qui aurait pas su ce qu'il voulait dire, et je pense que ça aurait été bien pire. Ben écoute, on est un peu en désaccord, donc écoute, où est-ce qu'on va le mettre ? C'est un film coécrit par Roman Coppola, et d'ailleurs Jason Schwartzman, c'est le cousin de Roman Coppola, c'est le neveu de Francis Ford, quoi. C'est vraiment un film en famille, quoi. C'est ça. Où est-ce qu'on va mettre ce film ? Dis-moi. Où est-ce qu'on va le mettre ? Moi je le mettrais... je mettrais sous 2046. Laisse-moi à côté de Juno. Ouais, mais ça fait un peu trop ciblé, j'aime pas, faut l'espacer un petit peu. Alors, sous le pack des loups, mais au-dessus de la saveur de la pastèque. D'accord, ouais. Ça marche. D'accord. Bon, bah écoute, je me suis un peu laissé faire sur ce coup-ci. Ouais, pour une fois, merci. Arrête, souvent je t'en donne. Non, mais attends, on va pas reparler de Gran Torino, mais tu vois, par exemple, hein. Voilà. Attends. Non, mais parce que les gens savent pas. T'as vu mais où j'ai après, mis Rollerball. Non, mais Rollerball, c'est un film génial. C'est un film génial. Ça a vraiment mal vieilli, ça mérite. Non, ça a pas mal vieilli. La scène d'intro de Rollerball, elle éclate n'importe quel film qui essaie de filmer du sport un tant soit peu intense aujourd'hui. Rien que pour ça, en termes de mise en scène. Alors est-ce que ça t'a donné envie d'aller en Inde à bord de Darjeeling Express ? Mais j'ai pas envie d'aller en Inde, moi. Bah non, parce que c'est l'objet de sa liste. Alors, est-ce que t'es prêt pour le troisième film de la liste de Luc ? C'est L'Auberge espagnole de Cédric Klapisch. L'Auberge espagnole, donc ça raconte Erasmus en Espagne, pour le coup. L'Auberge espagnole est pris au sens très littéral du terme. C'est le seul des trois films qui est pris littéralement, d'ailleurs. Et voilà, et du coup, c'est qu'est-ce que c'est qu'être étudiant Erasmus dans ces années-là, en écoutant du Daft Punk et en faisant la fête avec des copains qui viennent des quatre coins du monde, globalement. En écoutant du Daft Punk, mais parfois en étant triste, en écoutant du Radiohead. Oui, aussi. Ouais, tu vois, c'est vraiment le son de l'époque, quoi. Ouais, et donc ce gamin est joué par Romain Duris, qui vraiment veut se préparer à une vie de lui, il veut être écrivain ou enfin. Au début, il veut être. Il est étudiant en éco.
Voilà, C'est ça. Ah oui, c'est ça, voilà, c'est ça. Parce que dans la suite, il finit scénariste, Ouais. etc. Enfin, je sais plus, il a des ambitions. À ce niveau-là. J'ai lu pas mal d'articles sur, enfin pas mal, mais quelques-uns sur le fait que est-ce que c'est un bon ou un mauvais écrivain. Et je pense que c'est pas du tout la question en fait du film, parce que en général l'art représenté, en particulier dans les films français, c'est toujours loupé quoi. Tu t'en fous finalement s'il est bon écrivain ou pas. L'important c'est les aventures qu'il va avoir. Et donc il va rencontrer, il a sa meuf qui est Audrey Tautou. Alors, Audrey Tautou, qui est parfaite, parce c'est une tête à clatte, elle est insupportable. Elle est très irritante, mais en même temps... Son personnage est irritant, et en même temps, c'est un peu comment dire, c'est un peu tangent, parce que lui, il la traite pas forcément, il est pas très honnête avec elle. Et c'est une relation à distance. C'est une relation à distance, coup, mais elle est perdante quoi qu'il arrive. Elle est perdante quoi qu'il arrive, mais Audrey Tautou le joue d'une façon tellement insupportable. J'ai déjà dit que je trouve Audrey Tautou insupportable, que du coup, elle est parfaite pour ce rôle-là. Tu vois, moi, un rôle où tu me forces à m'attacher à Audrey Tautou, tu es sûr que tu vas droit dans le mur. Un rôle où Audrey Tautou est la tête à claque, t'es sûr que ça va marcher. Ouais, et en même temps, c'est toi qui as sauvé le fabuleux destin. Oui, mais j'ai expliqué pourquoi, mais j'ai envie de la baffer. Ça empêche pas que j'ai envie de la baffer quand même. Et puis il y a Cécile de France, dont c'est vraiment le grand breakthrough. Ouais. Et effectivement, c'est le film qui l'a fait percer. Et il y a quand même Kelly Reilly. Kelly Reilly, qui est quand même la grande découverte de l'auberge espagnole. Et voilà, Kelly Reilly, autant dire que j'aime beaucoup. On peut pas dire que quand même Cédric Lapiche t'aura toujours su au moins décoter les talents. Et je veux dire, c'est lui, Romain Duris, c'était lui. Et là, il a vraiment senti le truc avec Kelly Reilly, avec les autres. Vraiment, Clapiche, il avait le compas dans l'œil pour ça. Il avait le nez, comme on dit. Et le problème, peut-être, alors ça, c'est un problème qui presque autre de l'auberge espagnole, c'est qu'il va décider de faire des suites. Oui. Et puis il devient, oui. Et en fait, il devient de moins en moins bon. En fait, et ces derniers films sont terrifiants. On en parlera quand on parlera des suites, parce que moi j'ai énormément de choses à dire sur les poupées russes, vraiment. Ah ouais. Et je préfère me réserver pour le moment où il tombera. Mais attends, si tu rigoles, il y a énormément à dire, à part que c'est un film de merde. Non mais justement, il y a plein de trucs. Enfin, pour moi, les poupées russes, c'est un film très intéressant, mais qui mérite d'être passé au lance-flamme. Mais on en parlera. On en parlera à ce moment-là. Je préfère qu'on reste. Est-ce que t'as vu ma part du gâteau ou pas ? Est-ce que t'as vu ma part du gâteau ? Non, je l'ai pas vu. Non, j'ai pas vu. Voilà, mais l'auberge espagnole. Enfin, moi, le truc où je trouve que ce film fonctionne malgré tout, c'est que déjà c'est début des années 2000, c'est quelque chose comme 2001, 2002, etc. Personnellement, c'était mes années étudiantes, même si j'ai pas obtenu énormément de diplômes, mais c'était quand même les années étudiantes, et il y a un truc quand même que ce film capte vraiment bien, et même si tu dis oui, Radiohead machin, enfin. Il restitue bien les années étudiantes, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une emphase sur son époque et une restitution qui fonctionne. Vraiment, je trouve. En plus, pour le coup, à l'époque, moi j'avais un de mes meilleurs potes qui était en Erasmus en Espagne à ce moment-là. Enfin, vraiment, c'était une espèce de connexion qui se faisait. Et je trouvais que c'était bien restitué. Voilà, il y a vraiment des moments que je trouve, des moments de vie étudiants qui sont racontés comme il faut, c'est-à-dire avec le soupçon de loufoque, parce que je sais pas si t'as été étudiant toi, Daniel, mais ce sont des années assez ce sont des années assez déraisonnables, et qui en fait pas trop, c'est-à-dire que t'as souvent aussi ce côté ce côté genre oui, on va porter au nu le truc. Enfin là on reste vraiment dans, je trouve qu'il avait trouvé la bonne façon de faire, c'est à dire que ça restituait le truc, et ça faisait un peu tranche de vie. Le problème, c'est que ça fait pas forcément un film en entier, mais il y avait ça qu'il arrivait à capter et à restituer correctement. Je trouve que Romain Duris donne le meilleur de lui-même. Je trouve que c'est peut-être l'un des meilleurs films de Romain Duris. Alors, là où non, c'est pas le meilleur pour moi. En tant qu'acteur, j'en vois d'autres, mais j'ai dit l'un des meilleurs. Je pense pas que c'est le meilleur, parce que il a fait d'autres, mais c'est là où parce qu'après Romain Duris, il va aussi tomber dans sa propre caricature et devenir vraiment assez gonflant par moment. Mais là justement, il est au moment où je trouve que c'était la situation pour ce rôle-là. Je trouve que c'est tu vois, par rapport au mec du même âge, en termes d'acteurs français, je pense que c'est un des meilleurs. Je veux dire, les mecs du même âge, c'est Gilles Lelouch, c'est Dujardin. Oui, Dujardin, on est d'accord qu'il a un grand rôle, quoi. Oui, mais un grand rôle que je pense que Romain Duris n'arrivera jamais à égaler, par exemple. Et effectivement,
tu compares à Gilles Lelouch, oui, mais même mon genou est meilleur que Gilles Lelouch, quoi. Donc effectivement, c'est pas bien difficile. Si tu Putain, pars avec des d'ailleurs, bases comme t'es ça. allé chez le docteur pour ton genou? Oui. Ça c'est résorbé, c'est bon, c'est... Non, c'est pas résorbé, mais bon. Ah merde, bref, bon. Bah, c'est vraiment que Gilles Lelouch va mal. c'est vraiment que Gilles Lelouch va très mal. Non, mais voilà, effectivement, mais non, mais Romain Duris, vraiment, il y a des films où je pourrais le passer par la fenêtre. Il arrive à être vraiment insupportable. Et je pense aussi que c'est un acteur qui a besoin d'être vraiment bien dirigé. Ouais. Et quand tu le laisses faire, enfin, je veux dire, son Arsène Lupin, j'espère qu'on va en parler. Non mais... Mais- Voilà, tu vois ce que je veux dire. Ouais, non mais d'accord, mais bon, Voilà. tu prends les mauvais exemples. C'est comme juger de la carrière de Clovis Cornillac sur les Chevaliers du Ciel, quoi. Oui, mais encore, juger de la carrière de Clovis Cornillac, tout court. Non, il a fait des bons films, figure-toi. Mais alors, encore moins que tous les acteurs qu'on a précédemment dit. Ou Samuel Le Bihan, en fait, on va tous les refaire. Oui, c'est vrai qu'ils ont tous le même âge. Alors, c'est qui le Oui. meilleur acteur de cette génération-là? Moi, je mettrais mon billet quand même sur Romain Duris. Peu importe. Là, je pense que L'Auberge espagnole, qui est vraiment un film générationnel, vraiment le film tout d'une à fait, époque, parce que- ça, t'as vraiment bien souligné ça. Le truc, c'est que je pense qu'il a mal vieilli. Alors ça, par contre, c'est possible. Moi, je l'ai pas Moi, revu je l'ai depuis l'époque de ça. je J'ai l'ai pas revu revu. et il est un peu agaçant. J'ai pas revu depuis 15 ans, mais voilà. C'est fort possible qu'il ait ma vie. Ça, par contre, je peux pas en juger. Parce Il que est un je peu l'ai- agaçant. Et honnêtement, j'ai pas envie bon de le revoir, souvenir en fait. d'époque, je trouve que la bande-son était super. Mais Je veux non, dire, mais voilà. la bande-son originale, j'entends. Oui. Mais non, mais vraiment, enfin, il y avait quelque chose de l'air du temps qu'il arrivait à capter, qu'il arrivait surtout à capter vraiment de façon suffisamment pertinente. Voilà, tout était pas réussi parce que après, tu retombais dans des facilités d'écriture, blabla, etc. Et puis Mais vraiment, oui, moi- c'est l'histoire d'un mec qui nous raconte une histoire pas très intéressante, quoi. Oui, voilà, c'est Genre, ça. il veut devenir écrivain, c'est super, ok. Voilà. Mais ce côté, le côté vraiment, pour le coup, tranche de vie, qui peut un peu faire peur quand on l'utilise comme ça, mais je trouve que il arrivait à créer quelque chose. Et au final, finalement, moi, ce qui pouvait se passer, et c'est là justement l'erreur d'avoir fait des suites, c'est que pour moi, la force du film, c'était pas l'histoire qu'on nous racontait. Qui globalement n'avait rien à battre, c'était le témoignage de cette génération-là, qui était pour le coup ma génération, Ouais. et c'est là où le film Bah, fonctionne la mienne et est aussi, pertinent, ouais. quoi. Donc Bon. voilà. Bah où est-ce qu'on va mettre ce film si tu me permets, je trouve un petit peu caricatural. Ces personnages, genre, il y avait l'anglais, il y avait l'allemand, il y avait le... Enfin, genre, si tu le revois aujourd'hui, tu vois que ça, en fait. Tu vois un peu les clichés très convenus, en fait. Alors c'est fort possible, mais bon, moi à l'époque je trouvais que ça avait vraiment bien marché, quoi. Mais c'est possible, je l'ai pas revu depuis 15 ans, donc... Et je pense que ça sera un des meilleurs clapiches qu'on aura dans le classement, donc profitons-en. Par contre, où est-ce que ça va Je Pour trouve moi... Je trouve ça mieux que... Moi, où est-ce que je le mettrais? Je le mettrais entre Sin City et Gangs of New York. Mais tu le mets au-dessous du Fabuleux Destin. Ah oui. Ok, d'accord. Mais tu sais Je, quoi, je trouve la proposition de cinéma du Fabuleux Destin d'Amélie Poulain beaucoup plus intéressante que l'Auberge espagnole. Bah, tu sais quoi, c'est pas une mauvaise place, puisque c'est vraiment la moitié du classement, là, pour l'instant. Voilà. Et bah, je crois qu'on a fait la liste de Luc. Merci, Luc. Merci Luc pour ta liste. On va se faire encore une petite liste. Ah bah oui, j'espère, au moins une. Alors, c'est une liste qui nous est envoyée par Birf et qui s'appelle Eddie Strambini. Alors, je précise juste un truc. Moi, je donne le pseudo que vous voulez, c'est-à-dire celui de votre signature. Vous pouvez mettre votre nom en haut, tout ça. Si vous mettez votre signature, je vous cite. Oui, tu prends ce qui est marqué dans le mail, quoi. Je vous prends ce qui a marqué à la fin de votre mail, c'est-à-dire en tant que signature. Voilà. Oui, Luc, tu vas pas balancer Luc, l'adresse mail des gens comme ça. Non, bien sûr. Non, ou votre vrai nom. Vous pouvez prendre le pseudo que vous voulez. Donc, c'est une liste qui s'appelle Avant de nanifier Jean Dujardin, on colorisait certains, ou la folie du blackface dans les années 2000. Oh, oula. Et le premier film de sa liste, c'est FBI, Fausse blonde infiltrée, un film qui s'appelle White Chicks en anglais. Ah putain, alors FBI Fausse blonde infiltrée, Ouais. c'est un film que j'ai vu dans l'avion. Voilà, et en plus je me souviens, j'avais pas le choix de le regarder, c'est-à-dire que c'était un vol où tu sais, t'avais pas les écrans individuels, t'avais vraiment que l'écran collectif, et il y avait que ça qui passait. C'est avec Marlon Wayans. C'est les frères Wayans. Les frères Wayans.
Et c'était, je pense, un grand moment de souffrance, peut-être un des pires vols de toute ma vie. Donc tu n'aimes pas du tout le film. Je déteste ça, mais on va le voir, j'ai un gros problème avec la comédie américaine des années 2000, quoi. Alors, moi c'est un film que j'ai vu il y a longtemps et j'ai des souvenirs un peu confus sur le film. Et en fait, j'ai failli, alors pourquoi je dis failli, parce que on m'avait proposé, on m'avait invité et au dernier moment ça s'est pas fait. Quoi, pour faire le casting, c'est ça? Non, pour voir le film au Brady, puisqu'il passait au Brady et il était présenté par Max Donzel, donc un ami de la maison, un ami du show. Un ami talentueux. Voilà. Et il a tout un pitch passionnant sur White Chicks, qui t'explique toute la portée en fait de ce film, qui est beaucoup plus important qu'on pourrait le croire. C'est un film qui a été défoncé au moment de sa sortie, et par la critique, et sauf par le public, puisque le public a répondu présent. Mais par contre, les Razzies, ils se sont donnés à cœur joie. Ils ont eu le Razzie du pire film, pire réalisateur, pire scénario. Ils ont tout eu. Et c'est l'histoire de deux mecs du FBI qui Les pieds nickelés du FBI, en fait, en gros, quoi. qui intègrent une école. C'est 21 Jump Street. Sauf que ils sont noirs et ils se maquillent en blanche. Voilà, en blanche blonde. Ouais, et honnêtement, moi je trouve que les gags fonctionnent vraiment, ils sont très rigolos en fait. Ouais, moi je trouve que c'est un film qui n'est jamais drôle. Et c'est Ouais, vraiment le problème que j'ai avec Et, plein de comédies américaines. toute la relecture de... Ouais, mais alors t'as toute la relecture, d'accord, mais honnêtement, le film peut avoir le bon fond qu'il veut. Au bout d'un moment, c'est vraiment pas drôle, c'est super long, c'est pénible. Moi il y a des gags que je trouve C'est un film hilarants. que je trouve. Moi, c'est un film que voilà, ça fait partie des trucs. Moi il y a des gags que je trouve vraiment hilarants. Moi quand ils sont dans la bagnole et qu'ils passent comment ça s'appelle cette chanson là, Carlton là, oui. Jennifer Carlton ou je sais plus quoi. J'ai l'air du piano en tête. Et il y a tout le les autres, c'est les petites meufs dans la bagnole, c'est des petites blancos. Et bah eux, ils sont perdus quoi. Eux, ils écoutent que du rap ou des conneries comme ça. Et il y a vraiment des choses qui fonctionnent très très bien en fait, je trouve, en termes de comédie, mais de pur gaudriole. Et toute la théorie de Max, c'est qu'il y a quand même une grosse relecture dans l'acceptation de la blonde comme entité de cinéma. Enfin, il en parlerait vraiment beaucoup mieux que moi. Moi, je suis pas du tout calé là-dedans, mais il faut savoir aussi que ce film est devenu culte en fait. Il y a vraiment, et quand je dis culte, c'est au sens propre du terme, c'est-à-dire qu'il a il a des gens qui l'adorent de manière vraiment dévouée, et il est en train d'être réhabilité de la même manière, peut-être pas aussi de manière aussi bruyante et classe que Showgirls, mais il est en train d'être ce film est en train d'être réhabilité pour des raisons qui me dépassent en fait. Et voilà. Oui, mais ça, moi vraiment, c'est vraiment une perte de temps. Voilà, ce film, je le trouve insupportable à regarder. C'est pas drôle. Moi, je le trouve drôle. Et je trouve ça vraiment pas drôle et je le mets au-dessus. Et vraiment pas bien foutu. Et c'est aussi tout le problème, c'est celui-là peut-être moins que d'autres, mais les comédies américaines sont beaucoup dans l'hystérie, des choses comme ça. Et au bout d'un moment, tu sais, c'est des gags où ils pensent qu'au bout d'un moment, à force de te fatiguer et de t'épuiser, tu vas finir par rigoler de façon nerveuse. Non. Pour moi, il y a vraiment des gags qui fonctionnent à mort. Il y a des moments qui font vraiment plaisir à voir. C'est trop bête. Mais moi, je suis assez bon client de ce genre de t'aimes bien la merde. Ouais. Bon, va te faire foutre. Attends, merde. Mais il y a des t'as le moments. droit, hein, Il y a des moments purement slapstick que je trouve vraiment très rigolo dans celui-là. Et moi, je te dis, Vanessa Carlton. Oui, Voilà. Vanessa Carlton, ouais, Voilà, c'est ça. le moment où il y a Vanessa Carlton, là, je trouve ça pissé de rire. Où est-ce qu'on va le mettre? Tout en bas. Non, toi tu dis le plus bas et moi je dis le plus haut. Moi, le plus bas, je le mettrais au niveau d'Hancock. Alors, oula. Au-dessus de Juno. Et bah écoute, du coup, il va arriver en dessous d'Harry Potter et la Chambre des Secrets. Oh non. Ah si, ah non mais si. Non, alors moi Non, je te propose au-dessus de Qui a tué Pamela Rose. Non, je préfère qui a tué Pamela Rose, genre 10 fois. Et je préfère largement Cette vie, 10 fois aussi.
Et je préfère Harry Potter à la Chambre des Secrets d'ailleurs, même. Non, on va le mettre au-dessus d'Harry Potter à la Chambre des Alors juste au-dessus, mais pas plus haut, c'est impossible. Mais est-ce qu'on va un jour avoir des bons films là ou pas du tout Je me pose la question. Attends. Parce qu'on squatte quand même la seconde moitié du tableau de façon assez méchante là depuis Ouais, deux épisodes. C'est C'est assez vrai. violent quand même. Et attends, et encore, j'avais un truc qui une boulette pour atteindre le bas. Le deuxième film de la liste de Birth et Agathe Cléry. Ah, c'est Châtiez, non? C'est Ouais, ça de Châtillaise. Putain, alors pourtant j'aime bien Châtiez, mais là. Alors non. Tu aimes bien le souvenir de Châtillaise parce que si tu regardes tous les derniers Châtillaise, Non, tu peux pas aimer. C'est Non, horrible. Alors, ça n'a rien à voir avec le souvenir de Châtiez, c'est-à-dire, j'aime bien ce que faisait Châtiez au début. J'ai pas eu tous ces derniers, mais dans c'est les Tati Daniel et compagnie. Enfin, d'ailleurs, on en a dit le plus grand bien de Tati Daniel. Voilà, il y avait un truc. Vraiment. Mais je crois qu'à partir de Tanguy, c'est parti en sucette. Oui, Tanguy, à mon avis, c'était son dernier bon film. Ça, je suis entièrement d'accord. Et encore, son moitié de bon film, hein, parce qu'après, il a fait La Confiance règne, qui est. Oui, non, mais voilà, non, mais. Et là. Mais ça enlève pas à Tanguy ou aux autres, quoi. Du coup. Et là, Agathe effectivement, Cléry, c'est sans doute son pire film de tous les temps. C'est vraiment le partage en sucette, ouais. L'histoire, c'est tout simplement Valérie Lemercier. Qui est elle est cadre de je ne sais plus quelle entreprise. Elle a de l'argent, elle a des relations, elle est blanche, elle est raciste. Et puis un matin, elle se réveille noire. Voilà. Et elle est noire blackface, c'est-à-dire Voilà. elle est maquillée, mais pendant les médias nous ont vendu ce moment genre ah là là, vous allez voir, c'est confondant. Pas du tout, c'est juste Valérie Lemercier. C'est juste Valérie Lemercier avec du maquillage noir. Hein. C'est consternant, c'est vraiment consternant. Voilà. Et justement, c'est ça le plus dingue, c'est qu'avec un sujet pareil, finalement, le Châtillaise, parce que justement, ce que j'aimais chez Châtillaise, c'était vraiment le regard caustique sur toute la cellule familiale. C'est un truc qui faisait extrêmement bien. Oui, il avait une vraie griffe, quoi. Il avait une vraie griffe. C'était des films méchants ce qu'il faisait, mais des films méchants où tout le monde en prenait pour son grade, tu sais. Genre, dans Tati Daniel, finalement t'as personne à sauver, c'est ça qui fait que le film est extraordinaire et que du coup ça fonctionne aussi bien, c'est qu'au bout d'un moment il n'y a pas de parti pris, etc. Et là il est vraiment avec Agathe Cléry, il est vraiment dans la leçon de morale, c'est à dire que c'est vraiment le film qui va nous prendre par la main, qui essaie de nous expliquer machin, qu'est-ce que le racisme, etc. Enfin, et je veux dire en fait le problème il le fait de façon tellement con et tellement maladroite que de toute façon ceux qui sont les gens normaux qui sont convaincus que le racisme est une mauvaise chose, ils seront déjà au courant. Et surtout, ils vont lever les yeux au ciel devant la bêtise de ce qu'on est en train de voir. Et les gros cons qui sont racistes, ils vont pas changer d'avis pour autant. Enfin, du coup, il y a vraiment, il y a pas un moment donné où le film va t'amorcer une seconde de réflexion, que tu sois d'un côté de la barrière ou de l'autre. Enfin, il y a vraiment, ça passe complètement à côté de son truc parce que c'est traité avec une lourdeur. Et puis c'est pareil, il y a des moments qui sont écrits pour être drôles, mais tu sais pas quand est-ce qu'il faut rigoler. Enfin, tu sais, tu vois que d'un point de vue de la scénographie, d'un point de vue du jeu d'acteur, c'est censé être drôle, sauf que ça prend jamais non plus. Quand on est sorti de cette salle, j'étais avec Pouillot, on s'est regardé, on s'est dit mais qu'est-ce qu'on a vu, quoi. Mais quelle merde. C'est horrible, c'est un film insupportable, c'est un film vraiment consternant, et il est tellement consternant qu'à un moment, tu sais, elle va quitter sa boîte sa boîte est devenue raciste, la boîte dans laquelle elle travaillait. Elle va ensuite aller voir d'autres employeurs, genre des jeunes yuppies genre des startups évidemment, beaucoup plus riches en couleurs, et elle va avoir peur d'avoir le racisme à l'envers. Enfin, c'est une nullité. La vision de ce film est nulle. Et je me souviens d'un truc, c'est que un des mecs avec qui elle a un entretien d'embauche est joué par Jamel Ben Salah. Tu vois qui est Jamel Ben Salah? Oui, tout à fait, oui. Donc, qui est le réalisateur du Raid, de Ciel, les oiseaux et ta mère, et de Beurre sur la ville, qui est sans doute un des plus mauvais films que je connaisse. Ah, vraiment, c'est un cauchemar. Je crois que tu as traumatisé un de nos camarades podcasteurs communs avec ce film-là, si je me oui, souviens bien. Quix l'a regardé. Je crois que Quix a failli se jeter par la fenêtre. Heureusement, il était au rez-de-chaussée le jour où il a vu ce film. Tu crois pas si bien dire, c'est exactement ça. Il n'y a rien à sauver dans Agathe Cléry. Non, effectivement, il y a vraiment rien à sauver. Et ouais, c'est assez
affolant. Enfin, vraiment, quand on emploie l'expression accident industriel, bah, ça se pose là. Ouais, et en plus, ça a coûté genre 20 millions, quoi, un film comme ça. Ah oui, mais c'était effectivement la grosse production, enfin le truc. Et c'était extrêmement. Enfin, tout le monde en parlait. Voilà, c'était. Ça devait être le carton assuré, quoi. C'est ça le truc, c'est que tu peux... Et s'il faut, ça a peut-être marché, j'en sais rien en fait. Non, ça fait 1 million d'entrées pour 22 millions, je crois qu'ils sont pas contents. D'accord, bah voilà, comme ça. Alors, où est-ce qu'on va le mettre? Je mets ça sous les choristes. Hein. Ah bah bien sûr, quoi, évidemment. Je mets et en plus, ça... dans Galclairé aussi, ça chante, non? Enfin, je sais plus. Ouais, il y a un moment chanté, ouais. Oh là là. Ouais, non, c'est nul à chier. Alors, c'est vrai que... Non, mais Étienne Châtier, ils aiment bien les trucs chantés. Hein. Tu sais, même dans les publicités qu'il faisait. Non, mais oui, mais même. C'était un de ces trucs. Patrick Bouchité qui chante Jésus revient dans Le Vietnam tranquille, c'est vraiment drôle, quoi. Ouais. Et surtout, ça dure que. Enfin, tu vois, c'est pas le support de toute une séquence, c'est un moment, pour caractériser le personnage et tu passes à autre chose. Enfin, tu vois, c'est pas vraiment la même utilisation non plus, quoi. Où est-ce qu'on le met? Je le mets sous Samouraï. Je préfère regarder Mark Wahlberg et ses singes, moi. Ouais, alors maintenant la question est... Par contre, je laisse Cinéman en dessous. Cinéman, c'est au-delà c'est au-delà de tout, de toute considération de la cinéphilie abominablement donneuse de leçons. Agathe Cléry devient... Voilà, et arrogante. Devient presque le dernier. Presque le dernier, voilà, c'est ça. Putain, mais... Ça en est presque déprimant d'enregistrer les épisodes au soir. Putain la vache. Alors il faut dire qu'on va enregistrer 2 épisodes à la suite. Donc on va voir ce que donne le troisième film de la liste de Birf, qui est Tropic Thunder. Tropic Thunder, donc film américain cette fois-ci, avec Robert Downey Jr., avec Matthew McConaughey, avec le gigantesque, l'incommensurable, le génial Tom Cruise qui littéralement bouffe le film à lui tout seul. Et Ben Stiller qui est aussi réalisateur. Et Jack Black. Et l'idée... Attends, il y a pas Matthew McConaughey, non? Mais si, bien sûr que si. Matthew McConaughey. Matthew McConaughey, il fait l'agent cocaïné de Ben Stiller qui négocie avec le personnage de Tom Cruise, en fait. Ah mais oui. C'était la période... Faut pas le confondre avec Jay Baruchel. Jay Baruchel qui est un peu le Jay Courtney, Sam Worthington, mais du côté Apato. Voilà, et du coup, voilà, et c'était à l'époque où Matthew McConaughey, c'était pas un acteur, tu sais, c'était le type des comédies romantiques. Tu sais, c'était avant Samu. Avant la transmutation. Bah, le Samu s'est opéré, c'était sur la défense Lincoln, en fait, c'est là où ça a démarré. Bref. Et en parlant de Mu, ce qui est intéressant dans ce film, donc alors, l'histoire, c'est que c'est Ben Stiller. Ben Stiller qui est un acteur qui veut absolument trouver en fait le film de sa vie, parce qu'il est connu pour le rôle de Simple Jack, donc un attardé mental qui parle aux chevaux, voilà, et qui veut absolument sortir. Mais le moment où dans le film, enfin parce que dans le film il y a des extraits de film, et le moment de Simple Jack avec Ben Stiller avec son râtelier, tu sais, devant le cheval avec sa coupe. Ouais. Là vraiment, ça se pisse. Je pense que c'est le meilleur film de Ben Stiller. Ça se pisse dessus, et donc il essaie de changer d'image, et donc il part faire un drame sur le Vietnam, et avec lui dans son équipe des acteurs tout aussi mégalos que lui, dont Robert Downey Jr., qui était justement dans sa phase de reconquête du public après Kiss Kiss Bang Bang de Shane Black. C'est pré-Iron Man ou post-Iron Man? Ah, c'est pré-Iron Man dans mon souvenir, hein, je crois bien. Faudra vérifier. Je vais te le dire tout de suite. Mais il me semble que c'est pré-Iron Man, ou alors ça doit être pas loin. Enfin bref. Et du coup, il veut absolument le rôle un personnage particulier dans le film, qui considère être le meilleur personnage du film. Le problème, c'est que le personnage est noir. Et bah du coup, il va faire une opération chirurgicale pour devenir noir. Et pour avoir le rôle. Voilà, c'est ça, d'où la thématique. Iron Man juste avant, il a dû voilà, juste avant, tu vois. Et tu vois, mes souvenirs sont assez clairs sur la carrière de Robert Downey Jr. Et voilà, et du coup il y a aussi Jack Black qui est aussi un autre acteur, voilà. Et donc le pitch, c'est que donc t'as déjà ces personnages qui sont complètement égocentriques et débiles qui partent tourner dans un véritable pays en guerre, sauf qu'ils se rendent pas compte. C'est-à-dire que dès l'atterrissage, le réalisateur du film explose sur une mine.
littéralement. Et Ben Stiller est persuadé que c'est un effet spécial. Il y a cette fameuse scène où il lui prend la tête et puis il se Ouais. met à lécher à l'intérieur du cou. Enfin bref. Et du coup, les types sont persuadés tout le long du film qu'ils sont sur un tournage avec. Et tu sais, genre, c'est la méthode. C'est la méthode Marlon Brando. Tu sais, genre, on s'implique à fond dans le personnage. Les mecs sont trop Oui, bons pour pas c'est se rendre compte que. Acteur studio à fond, quoi. L'acteur studio à fond, et voilà, ils n'arrivent pas à comprendre que c'est sorti du personnage, donc ils se font enlever, il y a des demandes de négociation, et donc tu as le personnage de Tom Cruise qui est absolument extraordinaire. Tom Cruise qui en fait n'est pas crédité au générique. Dans le rôle de Les Grossman. Ouais, Les Grossman, qui est un producteur abominable, un type misogyne, ordurier, arrogant, enfin c'est un type que tu peux détester, et il le joue avec une énergie. Mais enfin, j'en avais parlé d'ailleurs dans l'excellent podcast After Eight Sur spécial Mission Impossible. sur Mission Impossible et sur Tom Cruise. Et voilà, c'est un moment Tom Cruise qui est absolument dingue parce que. Oui, je pense que c'est le moment où on lui a dit tu peux faire ce que tu veux, vas-y, Voilà. lâche-toi. Et exactement, Et il a fait ce qu'il voulait. Il a fait Et- l'acteur, quoi. Il a fait l'acteur, il a donné la meilleure réponse qu'on pouvait donner aux différentes polémiques sur sa vie privée, etc. Enfin, et sur le fait que justement c'était devenu une espèce de baudruche qui était plus un acteur, etc. Là, il a répondu avec la manière. En plus, comme dit, il n'était pas crédité. Et moi, enfin, tu sais, tu percutes pas tout de suite en fait que c'est lui. Et au bout d'un moment, tu sais, tu commences à reconnaître la voix et tout, puis tu fais oh non, c'est lui. Puis à chaque scène où Tom Cruise apparaît, il est extraordinaire, quoi. Enfin, vraiment, c'est rien que pour ça, faut voir ce film, quoi. Rien que pour voir Tom Cruise dans le rôle de Les Grossman, ça vaut le coup de voir ce film. Et ça ne baisse pas non plus la prestation de Robert Downey. Oui, Robert Downey Jr. Robert Downey qui est génial en acteur multi-oscarisé. Ouais, mais moi, ce que j'adore, c'est la scène parce que dans les acteurs qui l'accompagnent, il y a un autre acteur noir qui cette fois-ci est un vrai noir, donc qui est pas comme Robert Downey Jr. Et donc t'as Robert Downey Jr. qui essaie de lui piquer tous ses tics, tous ses tics. Et à un moment donné, t'as cet acteur, je sais plus son nom, je suis désolé pour ça. Il dit quelque chose et il termine sa phrase par "You people". Et là, t'as ce moment génial de Robert Downey Jr. qui se tourne vers lui qui fait "Oh, what do you mean, you people?" C'est genre le type offusqué par le racisme alors que lui-même il est enfermé dans cette espèce de blackface Il est complètement enfermé dans outrancier. son personnage, c'est ça qui est génial. Et voilà, et t'as plein de trucs comme ça. Par contre, il y a un truc qui moi me dérange avec ce film. C'est que tous les gags sont pas drôles. Et je vais pas dire ça souvent, mais Jack Black est insupportable. Ouais, non, c'est ça qui est. Jack Black est le moins bon de tout ça. Jack Black, alors j'adore Jack Black. Enfin, en plus, enfin, pour tout ce qu'il représente pour le rock'n'roll, enfin, Tenacious D, enfin voilà, je pourrais faire des heures sur Jack Black. Genre, c'est un mec qui est là pour faire les blagues de prout, quoi. Voilà, et le problème c'est que ça, et c'est tout ce que j'aime pas dans le comédie américaine de ces années-là, c'est qu'il fait toutes les blagues de prout, et surtout, ces moments de comédie à lui, c'est Jack Black qui hurle. Et genre, il fait que des blagues en hurlant sans arrêt, et c'est... Il est cocaïnomane oui, dans le film. Mais même, je veux dire, c'est insupportable. Enfin, je déteste cette façon de Ouais, faire. mais bon, il est cocaïnomane dans le film. Hurler. C'est comme dire Al Pacino m'ennuie dans Hit parce qu'il est cocaïné, oui, mais tu le vois pas. Sauf que Al Pacino, il est excessif, mais il est pas en train de hurler. Enfin, vraiment, il y a un côté physique. Je viens de faire un parallèle entre Al Pacino et Jack Black. Voilà. Et là, il y a vraiment ce côté littéralement saturation phyque. Au bout d'un moment, mes tympans ne supportent plus. Je ne trouverais pas ça plus drôle parce que tu cries ta blague plus fort. Il meurt pas très tôt. Non, au contraire, non, en fait, à un moment donné, il est attaché à un poteau, je sais plus ce qui se passe, et il est blessé, enfin, je sais plus, mais il meurt pas très tôt dans le film. D'accord, je crois que lui, il mourrait trop. Enfin voilà, du coup, ce qui fait qu'il y a des scènes que je trouve vraiment géniales, à côté de scènes qui sont vraiment pas bien. C'est un film inégal, mais je trouve très inégal, très très drôle, quoi. Très inégal, et qui en fait, et finalement, tu termines le film et je trouve qu'il va pas aussi loin que son potentiel pouvait l'emmener en fait. Et c'est ça, enfin pour moi en tout cas, c'est ce qui domine à la fin du film, c'est que tu te dis oui mais et t'as vraiment cette frustration. Enfin je trouve moi ça avait marqué, c'est-à-dire qu'il y avait des moments où j'avais pris mon pied et je trouvais ça vraiment super drôle et super enfin pas cynique justement, mais super bien vu d'un point de vue critique du milieu hollywoodien. Mais t'arrives toujours à un moment donné où ils savent plus trop quoi faire, t'as des trucs qui tombent un peu à plat, puis t'as une espèce de sous-couche un peu bizarre à la fin pour terminer le truc. Enfin voilà, je trouve qu'ils pouvaient aller genre beaucoup plus loin que ça, et ils se sont arrêtés à mi-chemin, c'est dommage quoi. Ouais, moi je trouve que c'est quand même une bonne expérience de ciné. Je trouve que les qualités sont plus fortes que les défauts. Pour moi, je trouve que Robert Downey Jr. me fait hurler de rire. En fait, il y a des qualités énormes. Ben Stiller est vraiment chouette dans celui-là. Et surtout, je peux me regarder juste un montage de
de Les Grossman, quoi. Oui, mais c'est un peu le problème aussi du film, c'est que c'est un film que je trouve meilleur sur YouTube. C'est-à-dire que, en fait, alors que il aurait dû tirer parti justement de sa narration, c'est ce qui le plombe en fait. Et en fait, t'as vraiment ce côté des sketchs super bien vus, mais qui s'insèrent mal dans un film un peu boiteux, quoi. Où est-ce qu'on va Mais ça reste un film que je recommande malgré tout. Ah oui, mais voilà, mais il a ses défauts. Il est très imparfait, mais il est très très imparfait. Mais moi, voilà. je trouve que la somme de ce qui est drôle est plus importante que tous les films qu'on a cités jusque-là, peut-être. Que tous les Jay Baruchel et les Jack Black dedans. Où est-ce qu'on le met où est-ce qu'on le met? Tropic Thunder. Pouf, 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 pouf. Dis-moi où est-ce que tu veux le mettre, toi, tiens. Pour moi, il peut pas aller au-dessus de Kung Fu seul. C'est exactement ce que vraiment, j'étais en train de penser. C'est vraiment ça, c'est pas possible. Inférieur à Kung Fu Hustle. C'est vraiment, enfin, Kung Fu Hustle en plus, Kung Fu Hustle, t'as un vrai point de vue mise en scène, alors que Tropic Thunder, il y a des moments, bon, c'est Ben Stiller, quoi. C'est-à-dire, oui, c'est Ben Stiller qui a demandé des trucs et ses assistants qui ont mis les caméras pour lui, quoi. Donc voilà. Voilà, ça c'est vraiment ma limite haute. C'est impossible que ça aille au-dessus de Kung Fu Hustle. Je le mettrais au-dessous, entre Prête-moi ta main et Little Miss Sunshine. Moi je le mettrais peut-être même au-dessus de Prête-moi ta main, tiens. Ok, d'accord. Voilà. Sous être et avoir. Sous être et avoir. Putain. Le monde du professeur. Mais alors si tu veux vraiment le mettre au-dessus de être et avoir, on peut le mettre, hein, Daniel. Non. J'étais quand même très très suivi, hein, quand même, sur cet épisode. Non mais est-ce que moi je souligne à chaque fois que je te suis? Sinon on passerait tous les épisodes à faire ça. Ce n'est pas intéressant. T'es bête. Bon bah je crois qu'on est bon. Oh, y a pas une liste encore qui traîne? Tu veux encore une autre liste? Allez, une petite... un truc, je sais pas, un peu au-dessus. Enfin, je sais pas, j'ai trouvé qu'on bâchait beaucoup, ça. C'est un peu... On a beaucoup bâché. Ouais, c'est un peu toi comme moi, et en plus de façon désynchrone, c'est ça qui est drôle. Ouais, on était jamais très raccord, c'est vrai. On était jamais très raccord cet épisode-là, quoi. Mais globalement, on a dit du mal. C'est quoi, je vais faire au hasard. Ouh, ça c'est bien, j'aime cette méthode. Attends, bouge pas, j'active mon téléphone. Je fais pareil quand j'apprends les mathématiques à mes élèves, c'est pareil, je fais au hasard. 5 plus 2, 8, parfait. Et alors, est-ce que leur moyenne est au hasard? Oh bah bien sûr, je tire au dé, c'est comme ça que ça se passe. T'es pas au courant, c'est une nouvelle directive, tu sais. T'as un dé à 4 faces, voilà. Alors bouge pas, je laisse les gens qui savent ce que c'est un cube réfléchir à l'idée du dé à 4 faces. Mais ça existe un dé à 4 faces? Oui. Mais quand je parlais de cube, enfin bref, pas grave. Bon, puisque tu demandais une liste au hasard, je t'ai chopé une liste au hasard. C'est une liste qui nous est envoyée par Gemini. Merci Gemini. C'est ta faute. Hein. Ah bah je sais bien. Dans une société moderne où tout va toujours plus vite, certains réalisateurs, producteurs ou distributeurs ont trouvé la solution idéale pour toucher le public de la manière la plus simple et percutante possible, se contenter d'un seul mot pour désigner un long métrage. Eh ben, c'est très bien vu parce que c'est un titre incroyablement long pour une thématique aussi courte. C'est très bien vu. Premier film de sa liste, c'est Avalon de Mamoru Oshii. Mamoru Oshii. Donc Avalon, c'est contrairement à Ghost in the Shell, c'est un film live. Donc ce n'est pas un film animé. C'est pas son premier film live. Hein. Il a fait d'autres au Japon qui sont Kerberos. Non, il y avait Kerberos, non? Oui, il y a Kerberos Panzer Cops, mais je crois qu'ils sont jamais sortis chez nous. Alors. Moi, je les avais vus, mais parce que. Oui, moi aussi, je les ai vus parce que je travaillais à Animeland à l'époque. Mais moi parce que j'étais fan de Ghost in the Shell, donc voilà. Donc Avatar, c'est ça raconte en fait, ça se passe dans un jeu vidéo. Voilà, l'idée c'est ça. Et on suit une des meilleures joueuses de ce jeu, d'espèce de. C'est un monde persistant guerrier, quoi. C'est un MMO guerrier. Qui en fait est confronté au problème de la réalité et du virtuel. Qu'est-ce qui au final va devenir le plus réel pour elle, quoi. Donc, globalement c'est ça à peu près le pitch et la thématique du film. Alors dès qu'on rentre dedans, c'est beaucoup plus fumeux, hein. C'est l'histoire de programmeurs, de hackers et de bidons. Oui, voilà, mais bon, c'est la thématique centrale, on va dire que c'est ça. Ouais. Après c'est Oshii, c'est toujours un peu perché, quoi. Mais c'est mieux que Gamer. c'est beaucoup mieux que Gamer, effectivement. Très bonne référence. C'est beaucoup mieux que Gamer, voilà. Donc c'est un film qui est assez étrange. Japono-polonais. Japono-polonais. Donc déjà, alors c'est
un problème, c'est-à-dire que les acteurs qu'il a pris, c'était que des acteurs. C'était pas des gros professionnels. Voilà, que des acteurs là-bas, et je pense pas que le casting a été extrêmement rigoureux. Parce que, à mon avis, je pense que la Pologne a des réservoirs d'acteurs comme tous les pays au monde, et je pense pas que c'était ceux-là qui ont émergé du casting. Alors, je peux te dire un truc, moi qui parle un peu polonais, même grâce à ma mère. Genre, j'ai rigolé pendant tout le film. C'était risible. Le film était risible à cause de ça. Donc voilà, donc déjà il y a un problème à ce niveau-là, puis du coup c'est pareil, c'est un film qui se veut lent, contemplatif, mais qui n'est pas rythmé, c'est-à-dire comme j'ai dit, moi j'aime pas énormément l'hystérie, mais le rythme c'est pas une question de rapidité, c'est une question voilà d'apporter les choses dans un certain ordre pour que c'est une certaine logique et que tu sois embarqué dans le récit. Et c'est un film vraiment qui se cherche, parce qu'il y a plein de moments qui sont vraiment redondants et qui plombent vraiment le rythme du film, quoi. Je suis complètement d'accord, je trouvais ça risible à sa sortie et je trouve ça encore risible aujourd'hui. Alors moi je le trouve pas risible parce que moi je trouve que la manière dont l'ambition par rapport au résultat est à se pisser dessus en fait. C'est vraiment pas bien. Pour moi, c'est un peu le sentiment que m'avait donné Innocence, tu vois, par exemple. C'est le sentiment que m'a donné. Attends, c'était quoi l'autre production IG de l'époque? Jinro. Moi j'aime beaucoup Jinro. Ah bah moi justement Jinro pas du tout. Je trouve que ça se prend tellement au sérieux que par rapport, et en plus avec des vraies métaphores, et c'est justement ça le problème d'Avalon, c'est qu'il y a tellement de métaphores, c'est des métaphores qui se prennent vraiment tellement au sérieux qu'elles finissent par en devenir ridicules en fait. Oui, mais alors pour moi, ça c'était vraiment le problème que j'avais avec Innocence Ghost in the Shell 2. Et on n'est pas du tout d'accord sur les points. Ah non, pas du tout, parce que moi justement, je trouve Ghost in the Shell est pas plus fin dans sa manière d'aborder les choses, sauf qu'il se prend encore plus au sérieux que là. C'est-à-dire que là, au moins, t'as un petit argument. T'as un petit argument d'histoire et de thématique, etc. Alors que Ghost in the Shell, au bout d'un moment, c'était dans l'espèce de dégueulis de citation sans queue ni tête, quoi. Alors, attends, je veux juste dire un truc. Non, mais ça ne peut pas aller au-dessus d'Innocence. Non, alors pour moi, ça va largement au-dessus d'Innocence. Mais je te l'ai laissé déjà tellement haut, Innocence, que pour moi, c'est vraiment, je redis, Innocence, c'est vraiment justement ce que tu dis là, c'est le dégueulis de truc qui se prend au sérieux et qui au final veut rien dire. Et tu sais, ça voilà. Et Innocence, c'est plus de la référence. Là, on est vraiment dans la métaphore. Et le problème, c'est la citation de bac blanc non, rien à voir. Bien sûr que le problème de ce film-là, c'est que aucun des acteurs n'est capable de convoyer le message, de raconter l'histoire correctement. Les scènes sont toutes plus ridicules les unes que les autres. Mamoroshi est pas vraiment doué pour le film live, et la seule chose qui tient le film, contrairement à Innocence où il y a la qualité plastique, le doublage, il y a quelques scènes qui sont vraiment mémorables, et aussi tu peux dire l'intrigue, la seule chose qui tient Avalon en tant que film, c'est la musique de Kenji Kawai. La musique de Kenji Kawai. Et c'est le thème d'Avalon en boucle. C'est-à-dire, il n'y a qu'un seul thème, et Kenji Kawai, comme on l'a dit, c'est tu veux ta BO de Kenji Kawai, c'est 30 minutes, douche comprise. C'est 30 minutes de disque, et t'as toujours le même thème qui revient, et il le fait super bien, et après, bye. Le thème est génial, ouais. Voilà. Mais non, mais effectivement, je trouve que c'est la seule chose qui survit. La musique est géniale. Je suis d'accord sur les acteurs. Tout le reste est à chier. Tout le reste est à chier. C'est pas possible. Complètement à la ramasse. Mais moi, je trouve pas que tout est à chier. C'est-à-dire que moi, j'aime bien en fait, l'histoire t'intéresse. Hein, oui, l'histoire m'intéresse. Mais nul. Bah attends, tu peux pas me dire ça après avoir dit l'histoire m'intéresse dans Ghost in the Shell Innocence 2. Mais Innocence 2, c'est un film sur l'absence. C'est un film sur l'absence de son héroïne. Et au moment, c'est un film sur l'absence de fond. Alors à ce moment-là. Non. Et au moment où l'héroïne arrive, putain, moi j'ai vraiment, genre, moi le moment, on ne va pas revenir sur Innocence, on a déjà classé. Mais le moment où l'héroïne arrive, ça me prend au cœur. Là, j'en ai rien à foutre de A à Z. Sauf que à un moment, tout d'un coup, il y a le. Sauf que quand je sors de la salle de ciné, je me dis, ah putain, je vais me gauler le MPEG 3, du film. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs. Mais non, mais voilà, mais c'est comme dit, mais c'est pour ça que le parallèle est intéressant. Moi, Ghost in the Shell 2, le seul truc que je me suis dit, c'est ça ferait un bon screensaver, c'est tout. Parce que c'est super beau, d'accord, mais ça fait pas un film pour autant. Et là, de la même façon. Et moi, je trouve que dans Avalon, en fait, le truc, c'est que moi, j'aime bien le début, j'aime bien la fin. Et en fait, tout ce qui est au milieu, ça fonctionne pas. Mais je trouve que moi, il restait la façon d'entrer dans l'histoire et la façon d'en sortir.
Oui, alors les effets spéciaux sont nazes, mais à la rigueur, ça c'est pas un truc où je tiendrai rigueur forcément, parce que dans les passages que je cite, c'est pas forcément. L'accent est pas mis dessus, c'est-à-dire que t'es pas là pour t'en prendre plein la vue. Oui, En fait, on est là c'est un dans. support. C'est un film d'ambiance. C'est un support pour concrétiser l'univers, pour concrétiser certaines thématiques, etc. Enfin, y a pas C'est un le film d'ambiance côté. et tout est gris et Marron, il a marron, rien surtout. trouvé. Il a rien trouvé mieux que la Pologne pour cette espèce de marasme gris et marron, quoi. Voilà, oui, effectivement, tout est gris, tout est marron. Mais voilà, enfin, disons que tu vois, c'est pas un truc que je lui reprochais spécialement. C'est pas comme un Marvel où les effets sont pourris. Bah, ça fonctionne pas du tout parce que tu viens pour t'en prendre plein la vue. Là, c'est pas le truc. Donc à la rigueur, c'est moins gênant, disons, les effets spéciaux. Bon, à la rigueur, voilà. Moi, c'est pas forcément ça qui me gêne. Ce qui me gêne, c'est qu'effectivement, au milieu, il sait pas comment le raconter, puis les acteurs ont du mal à faire passer quelque chose. Mais je trouve l'entrée en matière intéressante et la conclusion du film qui fonctionne aussi plutôt bien. Le problème, c'est que ce qu'il y a au milieu, ça fonctionne pas, quoi. Je le mettrai sous le pacte des loups. Je crois que t'as fait un AVC. Non, je réfléchis un petit peu. Je le mets au-dessus de Juno. Ça te va? Ah non, en dessous de Juno, tiens. Au-dessous de Juno. Ah, J'avais bah, pas flairé Juno, ouais. D'accord. Allez, hop. Hop. Avalon. Avalon. Je viens de taper Avatar par pure Avalon, habitude. qui est mieux qu'Avatar, et ça, c'est gravé dans le marbre, ça ne changera jamais. Ouais, vos mails, vous les adressez à, à Stéphane Boulet, je rappelle. Tu Merde. te souviens de la musique d'Avatar, toi? C'était qui Voilà. déjà ce compositeur? Ben, voilà. C'était Hans Zimmer. Sans doute, j'en sais rien. J'ai Le- pas envie de vérifier, tu vois. Je ne sais pas. Le deuxième film de sa liste, c'est Doomsday de Neil Marshall. Doomsday de Neil Marshall. Oh putain, oui! Un film post-apocalyptique avec Avec Ronan Mitra. Ronan Mitra et Bob En fait, Hopkins. c'est pas compliqué. Le pitch, je vais vous le faire en 5 secondes. C'est ni plus ni moins que New York 1997 avec Ronan Mitra et les punks de Mad Max. Voilà. Voilà, C'est point. juste ça. C'est une bouillie visuelle sans nom. C'est pas très beau. Et Neil Marshall, qui quand même s'est fait une deuxième carrière, puisqu'il a été réalisateur d'une série que t'adores, qui s'appelle Westworld. Tu connais? Alors, non, alors Neil Marshall, on lui doit les épisodes les plus impressionnants de Game of Thrones. C'est vrai. aussi. L'épisode de la bataille de Lanera, l'épisode de Jon Snow, pardon, au Hellfest, c'est lui qui les a fait. Ah, Donc, d'accord. Donc le mec, et pareil, l'assaut du fort des Black Crows, c'est aussi lui qui l'a fait. Donc c'est le type qui a fait les épisodes les plus épiques de tout Game of Thrones. Donc on peut lui reconnaître ça. Et Neil Marshall, bah justement, moi c'est sans que c'est un réalisateur anglais. Au moment où j'ai vu Doomsday, j'étais plein d'espoir parce que j'avais adoré vraiment son film précédent qui était The Descent, que je trouve vraiment réussi sur tous les plans. Voilà, on en reparlera peut-être un jour. Et il avait fait Dog Soldiers, qui est juste avant, qui était un film qui est tout pourri, mais qui était super drôle en fait. Enfin, involontairement, c'était une histoire de loup-garou avec des bidasses, et c'était un film où un type s'était fait éviscérer, on lui recollait les viscères avec de la super glue. Ça m'avait fait mourir de rire. Et donc je m'étais dit, tu vois, j'étais piégé entre The Descent, que je trouve être un très bon film, et Dog Soldier, qui était un espèce de nanar cosmique Donc super drôle. t'es allé voir Doomsday. Voilà, je suis allé voir Doomsday en me disant, allez, j'y vais confiant, ce type a quelque chose. Voilà, il peut se passer un truc. Et sauf que Doomsday, à l'arrivée, c'est vraiment, c'est atroce. C'est-à-dire que t'as tout le mélange d'influence. Voilà, j'ai dit New York 97 avec les punks de Mad Max 2, mais ça ressemble jamais à rien. C'est-à-dire que tu sais, c'est ce côté, on empile des trucs, on sait pas quoi en faire, on oublie de faire un film au passage, et le mec il empile des séquences les unes derrière les autres, ça a aucun sens. Voilà, le seul truc qui est rigolo, c'est que c'est relativement gore, donc c'est assez marrant. Il y a toujours un côté rigolo dans les films gore quand le film est raté, mais c'est vraiment tout. Et puis Ronan Mitra, elle était connue parce que c'était une des égéries de Lara Croft avant. Elle était plus à cette époque-là. Ouais. Mais elle avait été connue pour être une des Lara Croft officielle de Eidos, hein, pas dans les films vu que c'était Angelina Jolie. Et Ronan Mitra, c'est putain, je pense que pour jouer moins qu'elle, faut s'appeler Gilles Lelouch quand même. Et voilà, donc Elle était dans Underworld 3, je crois. c'est sans doute ça, oui. Et alors, un c'est truc, dans c'est qu'on fera jamais de super Underworld Battle. Non, on a fait Super Resident Evil Battle, mais on n'ira jamais jusqu'à Super Underworld Battle, ça je peux vous le garantir. Parce qu'il faut pas déconner non plus, quoi.
Donc voilà, donc c'est un espèce de récurgitat de cinéphilie éclairé, et en plus même la photo est dégueulasse. Enfin, tu sais, t'as un côté, enfin voilà, il y a un truc, c'est complètement raté. Moi, je suis d'accord, C'est c'est à vraiment complètement chier. raté. C'est vraiment complètement à chier. C'est vraiment le degré zéro du film de genre. Voilà, moi je suis un ardent défenseur du film de genre, vous l'avez déjà constaté. Mais là, c'est vraiment l'exemple typique de ce qu'il faut pas faire. Enfin, c'est tout est foiré, tout est merdique. Et voilà, jetez-vous plutôt sur The Descent ou sur les épisodes de Game of Thrones dont on a parlé. C'est genre 10 fois mieux, quoi. Donc, encore un film pourri dans notre liste. Encore, et heureusement qu'on a choisi une liste pour parler un peu de bons films. Donc, où est-ce qu'on le met? Et je pense que je serais d'accord avec toi. Doomsday, où est-ce qu'on le met Je le mets. C'est sous Forbidden Kingdom pour moi. Ah, mais bien sûr! Bien sûr, c'est sous Forbidden Kingdom, C'est sous Die Another Day. c'est sous Die Another Day, c'est évident. Je le mets. J'ai quand même. J'hésite en fait. En fait, Hancock me pose un cas de conscience. Non, moi pas. Je trouve que c'est à chier. Mais je trouve. Ah oui, non, mais bien sûr, non, mais je veux dire, Doomsday aussi, mais Hancock, il a l'arrogance du film qui a coûté 150 millions de dollars. Alors que Doomsday, c'est tout merdique, mais il a pas cette arrogance-là. Et quelque part, du coup, je préfère Doomsday à Hancock pour cette raison-là. Je suis d'accord avec toi. Voilà, c'est un argument idéologique quelque part, mais voilà, c'est le seul que j'ai trouvé. Et alors, le dernier film de la liste de Gemini est un réalisateur qui nous manquait à notre liste, qu'on n'a jamais vu. Et tu m'as Genre dit... jamais, il débarque. Il débarque. Un nouveau. Putain, j'ai Et- préparé les certificats pour graver dans le marbre. Et c'est un réalisateur que tu aimes, c'est un réalisateur que j'adore. Est-ce que tu as deviné de qui il s'agit? Alors en tout cas, c'est pas Fabien Antoniente, c'est sûr. C'est un film qui s'appelle Fu Chao, Vengeance de Jonito. Oh merde. Oh non, alors ça, non, alors, messieurs dames, vous voyez les méthodes de cet individu, le Quelle dénommé- indignité! quelle indignité, le monsieur Daniel Andrieff lui-même, qui soi-disant choisit les listes au hasard, hein, on passera sur les méthodes, les petites bassesses politiciennes derrière ce choix. Il arrive, on parle dans les années 2000. Il arrive avec le premier film de Johnny fucking To, et le seul truc qu'il trouve à me sortir, c'est Vengeance putain avec Johnny Hallyday. Et ça, je trouve ça Un film qui a été intolérable. présenté à Cannes. Non, attends, c'est un film qui commence bien. Mais oui. C'est un film qui commence très bien. C'est Sylvie Testu qui se prend une bastos, et du coup, elle a rien à jouer pendant le film. Voilà. C'est peut-être le- Déjà, Ah putain. elle est sur son lit d'hôpital et elle bouge le doigt pour dire qui c'est. Genre M-A-F-I-A. Mafia? Tu as été tué par la mafia? O-D-I-L. Non, mais Qu'est-ce que c'est Lido, c'est- une danseuse? C'est à peu près de ce genre de conneries. Mais Ah putain. Non mais c'est intolérable parce que Johnny To, c'est un très 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 grand réalisateur. Et oui, genre c'est très 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 vraiment bon. vraiment le haut du panier. Enfin c'est un type qui est vraiment génial, qui a un cinéma puissant. Et commencer à parler de Johnny To avec ce film-là, Ouais, mais c'est un crève-cœur quoi. on a commencé à parler de merde. On a de commencé à Choyark. parler de merde, oui, ça. On ça a bien commencé vu. à parler de Choyark en parlant de ces merdes. Ouais, oui, c'est vrai. Et je pense que Choyark Putain. reste quand même supérieur à Jonito. Ah moi je préfère le cinéma de Johnny To. Mais Mais bon. Qu'est-ce que t'as dit? Je t'entends plus. Voilà, c'est ça. Mais après, on est dans des sphères. Enfin, ces types sont tellement au-dessus que bon, Ouais. c'est du détail quoi. C'est du détail. Donc oui, Vengeance. Donc il a été présenté à Cannes. Moi je me rappelle. On va faire une petite digression. C'est pas du tout le genre de la maison. Vous avez remarqué, c'est vraiment pas le genre de la maison. S'il te Mais, plaît, je monte. Non mais Johnny To, c'est un réalisateur que j'adore. Moi, je suis fan absolu de cinéma hongkongais depuis les années 80, les années 80. Et Johnny To, c'était vraiment pour moi c'était vraiment le type qui arrivait à redonner un second souffle au polar hongkongais et qui était tout seul en fait. Il y avait personne dans le siège, contrairement aux époques de Tsuyark et de Ringo Lam où ils étaient toute une clique. Là, il Ouais, était vraiment tout seul. John Woo est déjà loin. John Woo est déjà loin. Tsuyark, il est en pleine reconstruction personnelle. Enfin voilà, on est vraiment dans des années compliquées. Et Ringo Lam qui est un peu différent. Quand même.
Voilà, et Ringolam, mais pareil, il était au fond du trou. Ringolam, il n'en est jamais vraiment sorti d'ailleurs, le pauvre. Alors, il y a le film qu'il a co-réalisé avec Johnito, justement. Oui, voilà, justement. Et enfin bref, on en reparlera une autre fois. Et donc, Johnito, voilà. Enfin, pour moi, c'était vraiment quelqu'un de très important pour moi pour le cinéma. Et j'avais eu la chance de voir The Mission qui était sorti au cinéma en France. Faut savoir qu'à cette époque-là, des films hongkongais qui sortaient au cinéma, c'était inattendu, inespéré. Il fallait courir les voir. Donc il fallait aller le voir parce qu'en plus tu savais qu'il restait genre une semaine. Et je me rappelle toujours, c'était au grand multiplex de Place de l'Étoile à Strasbourg. Et je suis rentré dans la salle, donc un multiplex, je sais plus combien il y a de salles dans ce putain de cinéma, mais c'est vraiment gigantesque. Et je suis rentré, j'étais tout seul dans la salle. Jamais de ma vie je n'ai vu un film où j'étais tout seul. J'étais littéralement tout seul. J'ai regardé, pendant le film, je me suis retourné plusieurs fois, je me suis dit, c'est pas possible, c'est un sketch quoi. Et moi, ça m'est déjà arrivé, mais parce que je regarde des comédies françaises. Et j'étais tout seul pour voir un chef-d'œuvre absolu, et c'est ça qui était complètement dément. Donc voilà, donc, du coup, Johnito, pour moi, c'était ça, c'était ce cinéaste génial que globalement n'intéressait pas grand monde en fait. Et arrive Vengeance, et là pour le coup patatras, c'est l'inverse. Là pour le coup j'habitais Paris à l'époque, les colonnes Buren avec les affiches de Vengeance, Canal+, France 2 en parlait, genre France 2 qui parle de Johnito. Il y a une star française, et parce que effectivement, parce que Johnny était dedans. La star c'était Johnny Hallyday, et d'ailleurs pour la fin de la parenthèse, les médias ne parlaient que de Johnny Hallyday, enfin genre Johnito. Pour eux, c'était genre un chinois rigolo qui fait des films avec des gens qui se tapent dessus. Il a pris Johnny, voilà. Et voilà. Et donc du coup, c'est un film qui a été écrit pour Alain Delon à la base. Oui, exactement. Pour être raccord un peu avec Melville et compagnie. Ouais, avec Melville qui a tellement influencé le cinéma hongkongais. Et Johnito en particulier. Et Johnito en particulier, mais John Woo, enfin voilà, tous les polars un peu comment dire, mélancoliques ou un peu en retrait comme ça. Enfin, ça vient de Jean-Pierre Melville. Grand monsieur du cinéma aussi. Donc voilà, donc tout le monde en a parlé, donc je me suis dit putain, enfin on parle de ce cinéma là, et manque de peau, c'est pour un navet. Quelle catastrophe quoi. Je te trouve difficile. Ah quand même, Non, c'est pas le meilleur Johnito, ça c'est vraiment pas le meilleur. Mais en fait, le problème aussi c'est que c'est même pas le meilleur film de Johnny Hallyday, je suis pas sûr. Non, et Johnito en fait, il est embarrassé par sa star dans le sens où tu vois qu'il est content d'avoir son Johnny Hallyday sous la main, qui finance son film, etc. Et tu vois qu'il dévoue son film, sauf que Johnny Hallyday n'est pas dedans, et Johnito ne perd ses moyens vraiment. Enfin, tu sens que il s'est polarisé autour de ça. Il était content d'avoir son truc, et que du coup il a oublié de faire son film derrière. Il y a un truc qui est un peu flagrant pour moi, c'est que c'est un peu le menu best-of en moins bien de ce que sait faire Johnito. Oui, mais c'est-à-dire il y a toutes les séquences. C'est une caricature, ouais, c'est une caricature de Johnito. Sauf que c'est porté par un Johnny Hallyday qui ne sait pas ce qu'il fout là. En fait. C'est comme si tu voulais voir du genou et tout d'un coup t'as des colombes qui décollent et on t'a mis une église, des colombes qui enfin on t'a mis tous les clichés. Là c'est le menu best-of de Johnito. Je trouve qu'il y a quand même quelques trucs qui fonctionnent pas trop mal dans le film. Bah, en fait, ce qui fonctionne, c'est déjà la clique Johnito, c'est-à-dire la photo, son casting habituel. Enfin, il y a Simon Yam. Il y a Simon Yam J'adore Simon Yam. Il y a Simon Yam, il y a Lam Suet qui est pour moi un des duos d'acteurs les plus. Il y a Anthony Wong aussi. Anthony Wong, ouais. Anthony Wong, enfin, il y a des acteurs extraordinaires. Et il y a vraiment toutes les gueules habituelles de Johnito. Ils fonctionnent toujours ils sont tous là. Et effectivement, tu as ce côté best-of. Et comme dit, je pense que Johnito était. En fait, je pense qu'il a voulu faire un film pour essayer de faire plaisir à Johnny. C'est-à-dire qu'il a essayé de sortir. Enfin, il a essayé de jouer la sécurité. Je pense qu'on lui a dit Johnny, c'est une grande star. Et je pense qu'il a pensé que il avait le Alain Delon local, quoi. Non, mais je pense que c'est ça. Mais je pense que voilà, il y a un côté, le film s'empêche d'être un film et se consacre au monument qu'il est en train de filmer, quoi. Et en plus, pour le coup, Johnito n'est pas dirigé. Enfin, je veux dire, autant Simon Yam, Lam Suet, c'est des types qui te font passer 10 000 choses en un regard, en un sourire. Enfin, tu sais, c'est vraiment des acteurs incroyables. Et puis sur le doute et des choses comme ça. Et sur la méthode en plus de filmer Johnito, qui est un acteur, enfin qui est un réalisateur avec une méthode de travail très particulière. Johnny Hallyday, tu vois qu'il est pas du tout dans son élément. Et il est pas bon. Il se casse pas le cul. Il est pas bon. Il est pas convaincant. Et du coup, tout ce qui
tout le côté opératique, parce que c'est un cinéma qui est vraiment assez particulier de Johnny To. Tout le côté, voilà, toute la mise en scène, le côté assez artificiel finalement de ce que peut y avoir dans le cinéma de Johnny To ne fonctionne pas, parce que ça repose sur les épaules de quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il fout là et qui ne sait pas jouer, en tout cas dans ce film là. Ouais, il y a. À force de faire trop de la brochette fromage, on finit par Voilà, non mais c'est faire un ça. truc indigeste, quoi. Et voilà, il passe vraiment à côté de son film, quoi. Alors que Johnny To, il a fait des films mineurs, mais celui-là, c'est au-delà du film mineur. Pour moi, c'est vraiment un film raté. Non, c'est un film de commande, et je pense mais il en pas, a fait je pense des pas, films de commande. je pense pas que, vu les circonstances, il aurait pu faire un meilleur film. Je sais pas. Écoute, je sais pas s'il aurait pu faire un meilleur Je film. trouve qu'il y a un mais truc, il y a un truc qui il a fonctionne, fait des- il y a un truc qui fonctionne là-dedans, c'est que je vois ce film un peu comme, entre guillemets, le Miami Vice cinéma. C'est-à-dire que il y a les deux acteurs, tu vois celui dont je parle. Ah ouais. Il y a les deux acteurs, il y a le, comment il s'appelle déjà, Jamie Foxx et Colin Farrell. Et Colin Farrell, ouais. Et ils sont filmés, mais en même temps, ils sont pas complètement filmés. Ils s'intéressent à autre chose. Et je trouve que ils s'intéressent pas à Johnny, en fait. Et il s'intéresse pas à Johnny, et du coup, ça lui permet de faire un peu ce que j'appelais son menu best-of. C'est de refaire ses propres visuels. C'est de refaire. Il a fait. Non mais je veux dire. Je pense que, tu vois, si c'était du sport, il nous a fait une petite séance d'entraînement. Ouais, non mais c'est ça. Mais le problème c'est que. Et Johnny c'est To con a parce déjà fait des que films- Johnny To, parce qu'on s'attend à Johnny To à ce que ça soit le meilleur de Johnny To. Mais je trouve qu'il y a quelques moments de petite poésie. Je trouve que le moment éclairé par la lune est super. Oui, non mais voilà. Après il y a des trucs de Et il y a photos, d'autres techniciens. trucs. Le mais- final avec les petits autocollants, on l'a déjà vu dans un autre film de Johnny C'est To. ça. Ouais. Et le problème, c'est qu'il a déjà fait des films, un de commande et deux des films mineurs. Tu prends par exemple Sparrow ou qui est un film mineur, et Mais Drug War, qui est un film de attends, commande. Sparrow, c'est un film délectable. Oui, mais c'est un film mineur dans la filmographie de Johnny To, mais c'est 10 fois plus réussi. Et Drug War, qui est un film, pour le coup, un film de commande, c'est-à-dire que pour la petite histoire, Drug War, c'est un film qu'il a tourné financé par les Chinois, plus par Hong Kong, avec des acteurs chinois, avec toutes les contraintes du bureau de censure chinois, etc. Enfin, c'était vraiment le film de commande, etc. Et il est 10 fois plus dans son élément dans Drug War que dans Vengeance, où vraiment, pour moi, c'est un film raté, c'est qu'il passe à côté de son film. Pour dire aux gens qui l'ont pas vu, ça serait un bon film de Johnny To si c'était pas son plus mauvais. Bah, non, mais Tu c'est vois, sûr. je veux dire, ça serait si on s'attendait pas à voir le meilleur de Johnny To, ça serait presque. Il y a une formule qui fonctionne. Il y a. Non, mais c'est sûr Tu qu'il y, vois ce que je veux il y a dire. des cinéastes qui arriveront jamais à atteindre un tel niveau. Non mais voilà, on parlait juste Ça, avant d'accord. de comment il s'appelle là, de l'autre merde là, de Doomsday. C'est des années-lumière au-dessus Oui, de, bien sûr, de bien sûr. Doomsday. Parce que jamais, les jamais acteurs un sont- Brett Ratner arrivera à faire un film comme ça. les Ça, act- on est d'accord. les acteurs sont au top de leur game. Mais c'est vraiment un film qui, tu sens, tu sais, c'est le film, tu sens qu'il est pas là. Il est Vraiment. il est clairement il est pas vraiment- aussi inventif que PTU. Enfin, je veux dire. Oui, c'est pas The Mission, c'est pas Breaking, Exilé. c'est pas Breaking News. C'est même pas. C'est même pas le putain de film. L'autre film, c'est ça qui est fou avec Johnny To. Ces deux films les plus connus, c'est ces deux plus mauvais, c'est incroyable. Moi, c'est ça qui m'en fout. C'est que ceux que tous les gens sortent, ils disent ouais, c'est trop bien, et c'est ces deux pires. C'est ça que je pige pas. Tu penses auquel le deuxième pire? Celui qui est pas vraiment de lui non plus, qu'il a fait Full Time Killer. Ah oui, ok, d'accord. Full Time Killer qui est atroce sur bien des plans et que tout le monde connaît, et tout le monde dit ah Johnny To c'est trop bien, alors que vraiment c'est un film abominable. Et c'est le paradoxe Johnny To. Voilà, donc du coup c'est un film qui est vraiment hors de lui, qui ne fonctionne pas. Et puis en plus c'est marrant parce que contrairement à plein d'autres films de Johnny To, il est long, tu vois. Ouais, The en Mission, plus, ouais, il The Mission, s'attarde, ouais. Running Out of Time, ça c'est des films qui sont très condensés et qui durent 1h20, 1h30 et paf, tout est dit, alors que là ça s'étire sur pratiquement 2 heures. Et tu vois, je pense qu'il a dû le faire parce que je pense que les Occidentaux ils préfèrent les films de 2 heures ou un truc comme ça. Enfin, il y a un truc, tu sens qu'il est pas vraiment avec nous, Johnny, là. Non, c'est sûr, mais bon. Je veux dire, je préfère Mad Detective, quoi. Je préfère. Ah oui, bien sûr, mais Mad Detective, qui est pour le coup un film de commande mineur, Mm. est vraiment bien meilleur que Vengeance. Il y a vraiment pas photo. La première scène de Mad Detective, elle me fait hurler de rire.
Ah bah, de toute façon, Mad Detective, c'est Lo Ching-wan qui l'incarne, c'est ça, je crois, le personnage principal. C'est. Si je me rappelle bien. C'est qui? C'est pas Shanlo? Non, je crois que c'est Lo Ching-wan, à mon avis, il me semble. Faudrait que tu vérifies, mais... Attends, je vais regarder. Tiens, je vais aller sur Internet. Mad Detective. Hop. Ouais, c'est ça, c'est Lo Ching-wan qui fait le personnage principal. Voilà, donc du coup, aussi un acteur que j'aime beaucoup. Et pour le coup, en plus, c'est marrant parce que Mad Detective aussi, c'est très outré au niveau du jeu, tu vois. Mais ça fonctionne mieux. Bon, bah écoute, on a un Johnito à classer. Où est-ce qu'on On a un Johnito à classer. On n'a pas reçu beaucoup de listes de Johnito, hein, je tiens à le dire. Bah, je pense que c'est un appel, un appel à l'aide qui sera entendu. Ouais. J'espère. Ouais, bien sûr. Où est-ce qu'on le case Déjà, c'est en dessous de 2012 pour moi. Oh non, je le mets au-dessus de 2012. Alors, juste au-dessus. Je le mets au-dessus d'Avatar. Ah ouais. Ça, c'est un argument qui va me convaincre souvent, je pense. Non, ouais, tu vois, j'essaie de pas en parler. Tu sais prendre par les sentiments. Johnito aux côtés de Cameron. Entre James Wan et James Cameron. Ouais, entre les deux James. Voilà, entre le double James. Bon, voilà, t'as voulu ta liste, tu l'as eu. Voilà, exactement. Je suis sûr que t'as une petite reco. Oui, la petite reco, bah, je vais pas faire dans l'originalité puisque tu en as déjà parlé. Mais c'est Logan. De James Mangold. Pour les curieux, j'ai écrit quelques milliers de signes sur Sens Critique pour expliquer tout mon point de vue et tout le bien que je pense de ce film-là. Mais c'est vraiment un film que j'ai trouvé vraiment formidable à plein de niveaux. Et je m'attendais vraiment pas que ce soit... Même si tu m'avais prévenu, enfin voilà, t'as toujours... Je m'attendais vraiment pas que d'un point de vue réalisation, écriture, personnage... ouais, c'est un film Marvel où j'ai ressenti des émotions. C'est incroyable. Et vraiment, enfin voilà, Logan, c'est vraiment à voir. Techniquement, c'est un film Fox, mais voilà. Oui, bon. Bref, oui, c'est un peu, ça, c'est le pont entre les deux mondes, mais bon, on s'en fout. Enfin, c'est aussi valable pour les films Fox, tu me diras. Mais bref. Et vraiment, voilà, c'est. Et puis en plus, il a cette élégance que globalement, t'es pas obligé de te taper les autres faits par Brett Ratner ou Bryan Singer en mode pilote automatique pour l'apprécier. Voilà, t'as juste besoin de savoir globalement qui est Charles Xavier et qui est Wolverine. Et sorti de ça, c'est bon, tu peux vraiment apprécier le film pour ce qu'il est, c'est-à-dire un grand film de super-héros, un super baroud d'honneur, quoi. Bah écoute, je peux que plus soyer, puisqu'en plus, j'ai participé à un no-ciné. Sur le sujet. Donc voilà, j'en rajouterai pas plus. Bon, écoute, je vais rester en cinéma aussi. Mon Marco, c'est aller voir Lost City of Z, le dernier James Gray. Alors d'abord parce que James Gray n'est pas très productif. C'est un film tous les 6 ans, j'ai l'impression. Alors tu me confirmes que malgré le titre, il n'y a pas de zombies dedans, hein. Il n'y a pas de zombies. C'est ça. Et c'est un vrai grand film d'aventure, mais d'aventure un peu panthéiste, puisque c'est l'histoire d'un mec c'est l'histoire vraie d'un mec qui va dans la jungle, et qui, au fur et à mesure de ses découvertes, on va tomber en amour de la jungle. Il va presque devenir un peu fusionnel avec ça. C'est le mec de Sons of Anarchy, c'est ça en fait. Alors, je crois, c'est Charlie Hunnam, ouais, c'est le mec de Sons of Anarchy. Ouais. Que je ne connaissais pas, parce que je connaissais pas... je connais pas Son of Anarchy, désolé. Et il est vraiment très bon parce qu'il joue le rôle qu'aurait dû jouer Brad Pitt, qui produit quand même le film. Et il a vraiment une tête un peu justement de Brad Pitt, tu sais, tu sens qu'il va devenir un vieux beau, quoi. Ça se voit à sa gueule, il est... Moi, Charlie Hunnam, je le caractérise comme ça, c'est Kurt Cobain qui aurait fait du bodybuilding. Ouais, il est un peu ça. Il est très 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 beau, il prend très bien l'écran. Et ma femme approuve ce message. Et il y a d'autres bons acteurs. Il y a Robert Pattinson qui est vraiment... je l'ai pas reconnu, il a fallu que je voie le staff de fin à la fin. Il y a Sienna Miller qui joue éternellement le rôle de la femme qui attend son mari. Je crois qu'elle a eu... malheureusement, mais elle le joue très très bien. Elle le joue vraiment avec une finesse. La photo est de Darius Khondji qui est vraiment superbe. Et surtout, c'est ça qui est... Non, c'est que c'est pour un film américain, quoi. C'est... un vrai beau putain de film. C'est très 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 beau. Alors évidemment c'est lent et c'est un peu long puisque ça raconte, il y a des cycles, c'est-à-dire il va dans la jungle, il revient, il va dans la jungle, il revient, et ainsi de suite. Donc il y a forcément... c'est très linéaire du coup, mais c'est d'une beauté plastique, c'est trop beau. C'est vraiment d'une beauté hallucinante. C'est un des plus beaux films que j'ai vu cette année,
sans aucun doute. Et ben, je vous le recommande. James Gray, il réalise pas tant de films que ça. Faut soutenir ce genre de cinéma qui malheureusement coûte énormément d'argent et qui en rapporte certainement pas assez. C'est vraiment un grand film. Voilà. Je sais pas si t'es client de James Gray, toi. Alors moi j'aime bien James Gray, même si The Immigrant, bon, lol. Immigrant, qui est un film compliqué aussi. Hein. Ouais, mais oui, mais compliqué. Qui est un beau film, mais compliqué à aimer aussi. Oui, c'est vraiment compliqué à aimer. Enfin, bref. Mais The Yard, voilà, The Yard, The We Own the Night. C'est vraiment un grand film. Et rien que pour ça, un type qui a réalisé The Yard, il mérite ma curiosité quoi qu'il arrive. Et c'est en plus adapté d'un bouquin que j'adore, Lost City of Z de David Gran, un mec dont j'avais parlé, je crois, soit dans After Eight ou Super Ciné Battle, je suis plus très sûr. Il est un de mes bouquins préférés qui s'appelle The Devil and Sherlock Holmes. Donc, vraiment double reco l'une dans l'autre. Voilà, si vous connaissez David Gran, c'est vraiment un super auteur, c'est un de mes contemporains américains préférés. Voilà, donc voilà, la City of Z, allez-y, courez-y, parce que je sais pas s'il va rester encore longtemps en salle. Et en plus, chez toi, ça va être en VF, ça va être horrible. Bah écoute, comme dirait l'autre, je préfère regarder un film en VF que pas regarder le film du tout. Oh là là. Oui, parce que je ne suis pas snob. Ouais, d'accord, ok. Bah, je crois qu'on est bon, on a tout fini là. On a tout fait. Voilà, tu l'as eu, Tu l'as voulu, tu l'as eu. Tu l'as eu ta liste. Une grande liste dans le cul de ton classement. Voilà, gravé dans le marbre, à jamais. Bon, on vous remercie de votre fidélité. On vous remercie de nous suivre de plus en plus. On est toujours disponible sur le site supercinébattle.fr. Vous pouvez, c'est là où vous pouvez consulter la master list, donc qui contient quand même pas mal de films maintenant, mais c'est vrai qu'on est passé en mode très très lent dans les années 2000. Je sais pas ce qui se passe. Et moins. Ça déchaîne les passions. T'as vu cet épisode, c'était passionné, acharné. Ouais, on a pas mal discuté. Ouais, c'est vrai qu'on a pas mal discuté. C'était violent, c'était intense, tu vois. Il y a quelque chose. C'est vrai que là on mérite le titre de battle. Ouais, vous pouvez nous retrouver sur YouTube. Vous pouvez aller sur iTunes et mettre des petites étoiles, ça nous fait plaisir. Et en fait, j'étais en train d'y penser. D'habitude, abonnez-vous au compte Twitter de supercinébattle.fr, puisque c'est nous deux qui l'animons. Et on met parfois des gifs pour teaser un peu les épisodes à venir. On met des... Bon, tu as mis un joli petit poisson d'avril. Où on met les maisons en feu à côté de chez toi. Enfin, tu vois, il y a vraiment... On fait vivre l'esprit Super Ciné Battle via les internets. Tellement de choses pour animer ce compte. Stéphane, dis-nous tout. Où peut-on te retrouver ? Bah écoute, donc sur Sens Critique, comme dit, vous pourrez retrouver notamment ma critique complète de Logan, sur Gamecult, j'espère dans les prochains temps, et puis voilà, puis sur Twitter, @gkpluginbaby, si ça vous dit d'écouter mes conneries, voilà, de façon plus spécifique. Et pour moi, je suis toujours sur after8.fr avec nos camarades Quiz. On vous prépare pas mal de choses pour les mois à venir, n'est-ce pas ? Ah oui, pas mal de choses. Malheureusement, nous sommes tenus au secret défense. Sinon, c'est nous qui allons nous faire graver dans le marbre. Tu m'étonnes. Et on n'y tient pas trop. Mais sachez qu'on ne vous oublie pas. Oui, il y aura pas mal de choses et des trucs très rigolos. Parallèlement, je présente MDR, donc où on parle des comédies françaises. Et en ce moment, c'est un peu l'hécatombe, puisque on a eu Gangsterdam, on a eu Telle mère, telle fille qui était très nul. La semaine prochaine, je crois ou cette semaine, on aura À bras ouverts. Ah. Tu sens la période électorale arriver. Ah, tu sens que la France est dans le doute. La France va mal. Ouais, la France va mal, exactement. Et donc voilà, MDR, on se marre bien à le faire avec mes camarades. Qu'est-ce qu'on peut ajouter ? Ah bah en plus MDR c'est souvent beaucoup plus drôle que les films dont vous parlez en ce moment, donc finalement c'est plus intéressant. C'est grâce à toute notre équipe, c'est vrai. Et je crois qu'il y a mon test de Persona qui est repassé sur Gamecult, puisque je l'ai testé à l'époque en septembre dans sa version japonaise. Ouais. Et Persona 5 est vraiment un très très gros jeu. Allez-y, si vous aimez Super Ciné Battle, vous aimerez Persona 5. Non, en fait, je sais pas du tout, parce que ça passe ou ça casse aussi, quoi. Persona, c'est un gameplay très à part. Il faut aimer le rythme scolaire adapté à un RPG japonais. Voilà, donc... voilà, c'était la reco cachée, et donc voilà, mon article est repassé devant a été republié sur Gamecult.
Je crois qu'on a tout dit. Bah écoute, on a tout dit, je crois qu'on a été complet. L'épisode a été beaucoup plus long que ce que... Encore ta faute. Et oui, toujours de ma faute, toujours de ma faute. Ouais, mais Je suis comme ça, crois-moi que je vais couper, je vais cisailler. ça va trancher. Tu sais quoi, en fait, je devrais te faire croire qu'on enregistre un grand épisode. C'est ça. Et en fait, tu coupes à la moitié. Voilà. Merci encore de nous suivre et d'apprécier Super Ciné Battle. On vous embrasse très fort et on vous dit à très très bientôt. À très très bientôt. Ciao. Ciao. Ah, mais oui. C'est un des dessins animés US. Oui, des années 80. Là. Des années 80, mais enfin, peut-être même début 90, mais les plus ambitieux, quoi. Le problème, exact. Basé sur un truc de jouet. Ouais, puis c'était pas extrêmement diffusé dans mon souvenir. Enfin, en tout cas, chez Non, nous, c'est diffusé sur M6, mais en fait aussi par le réseau cassette vidéo. Et la particularité de cette série, c'est que c'était un masque post-apocalyptique. Oui, c'est ça, ouais. Je me rappelle, effectivement, ouais. Les méchants, ils mettaient la spirale zone. Et du coup, dès que tu rentrais dans la zone et que t'avais pas les combis des héros, tu devenais un zombie. Ce qui était super flippant. Ce qui était super flippant comme idée. Ouais. Faut dire ce qui est. Mais, tu sais quoi, si on me laissait faire, moi je ferais un After Eight entier sur les génériques des années 80. Ah, mais et attention, attends, je serais un peu plus élitiste. Je ferais les génériques des années 80 dessinés par des Japonais. Mais non, mais ce que j'aime bien, c'est que si on te laissait faire, genre, tu as la pression du grand capital qui t'empêche de choisir tes sujets de After Eight. Un bonus pas mal. Quelqu'un nous envoie ça, et je sais pas si tu l'as lu. Entrer dans les films. Et c'est la folle aventure, alors, de cet anti-héros partant dans l'histoire du cinéma à la recherche d'une princesse, qu'un méchant tient prisonnière dans des films médiocres, alors qu'elle ne rêve, elle, que de retourner dans Sissi. L'amour, comme il se doit, sera au rendez-vous. Et ce Leporello, devenu Don Juan, accédera à la toute fin à une sorte d'extase, qui est la preuve tangible qu'il est bien passé de l'autre côté, non du miroir mais de l'écran. Le principe en soi n'est pas neuf, mais du Woody Allen de la rose pourpre du Caire à ce magnifique où Belmondo traversait déjà la frontière qui sépare le triste réel de son double enchanté, il a ses lettres de noblesse. Sauf que Moix lui apporte ici un certain nombre d'inflexions qui changent tout et font que son film fera date. Une idée d'abord qui eut ravi Truffaut, et qui est l'idée selon laquelle la vraie vie n'est pas ici à Montreuil, dans ce monde dévasté par la technique, l'amiante et la misère, mais ailleurs dans la fiction, et en fait, sur la pellicule. C'est bien dis donc. C'est BHL qui prend la défense de Yann Moix. Putain, c'est bien empoulé, quoi.